Bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau mot croisé. Ce soir, nous allons parler de ces réformes évoquées, agitées, voire engagées par le gouvernement. Des réformes qui pourraient franchir des lignes, briser des tabous, à condition bien sûr d'être menées à leur terme. Allocation familiale, allocation chômage, profession réglementée, travail le dimanche, suppression des départements. Autant de sujets sensibles qui peuvent faire chanceler un gouvernement. Regardez. Il faut des réformes, ces réformes, il faut les poursuivre, et ces réformes, elles ne s'arrêteront pas, parce que le pays a besoin de se réformer, de lever les blocages. Je pense que 12 régions ou 11 régions, la moitié donc, pourrait être la bonne carte de notre territoire, et que pour les départements, je pense que les conseils généraux ont vécu. Ouvrir les magasins le dimanche aux bons endroits ne doit pas être une aberration. Et quand des Français et des Françaises veulent travailler, il faut pouvoir, dans un cadre bien défini, leur permettre de le faire. Est-ce que c'est complètement injuste, honnêtement, de pouvoir moduler les allocations familiales en fonction du revenu? Non, c'est pas totalement injuste. La gauche n'a pas de tabou, mais elle a quelques totems. Pour parler de ces réformes, ces tabous, ces totems, nos invités sont Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Bonsoir. Éric Woerth, député UMP de l'Oise. Florian Philippot, député européen et vice-président du Front National. Bonsoir. Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle du NPA. Je précise que vous pouvez réagir aux propos tenus par nos invités sur les réseaux sociaux. #mots croisés. Et nous reviendrons sur vos commentaires à la fin de l'émission avec Erwan Gaucher. Alors avant de vous donner la parole, on va écouter quelqu'un de gauche qu'on n'entendait plus trop et qui a commenté à sa manière les réformes annoncées par le gouvernement. Elle l'a fait par écrit dans une interview au Journal du Dimanche, puis à l'oral ce matin sur France Inter. C'est Martine Aubry. Est-ce qu'on a besoin de donner de l'argent aux banques, aux assurances, à la grande distribution qui aujourd'hui, faute d'ailleurs de pouvoir d'achat, ne peut ni embaucher ni créer? Non. Pour moi, la compétitivité, c'est pas la baisse du coût du travail. Pour moi, le travail le dimanche, c'est un choix de société. Et là aussi, on revient aux valeurs. Est-ce que notre société doit consommer 7 jours sur 7? Il manque encore la réforme de la fiscalité locale, car aujourd'hui, nous n'avons plus d'impôts qui nous sont dédiés, par exemple dans les métropoles. Même quand c'est bien sur l'éducation, c'est bien sur la politique familiale. Pourquoi ne pas présenter le sens, les valeurs, pour que les Français comprennent et n'aient pas l'impression qu'on cherche toujours à faire des économies et qu'on ne parle que de fric et que d'argent, alors qu'on a besoin de sens et de valeurs. Thierry Mandon, on ne peut pas dire que vos réformes, les réformes du gouvernement l'enthousiasment, vous n'avez même pas la moyenne? En tout cas, Martine Aubry est à la hauteur du proverbe qui dit que quand on aime bien, on châtie bien. Ben oui. Et donc elle doit aimer beaucoup pour être aussi dure. Elle est dure, elle est sévère, vous la trouvez? Oui, mais en même temps, elle a choisi de ne pas gouverner. Elle a choisi de ne pas être ministre, donc elle a une sorte de liberté de parole qui tient à cette situation. Du fait qu'elle est restée un peu sur l'avant-train, elle en use, et après tout, il n'y a pas de raison de ne pas aimer les débats quand on est de gauche. Vous aimez les débats au gouvernement? Ah bah nous, je crois qu'on a fait nos preuves en la matière. Il n'y a plus beaucoup de frondeurs, d'opposants au sein même du gouvernement. Oui, non, mais à la fin, on se met d'accord et on fait voter les réformes. Et d'ailleurs, on va en parler ce soir, on les fait toutes voter. Voilà, c'est parfois très facile, parfois un peu plus difficile, mais on trouve notre chemin. Olivier Besancenot, ça fait du bien d'entendre Martine Aubry. C'est ce que disait le patron de la CGT, Thierry Lepan, hier. C'est vrai. Ouais, peut-être un peu moins enthousiaste que lui. Ouais. Ouais, ça vous fait pas bien? Malheureusement, je pense que mon voisin de gauche, uniquement sur le plateau, a malheureusement raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propos, beaucoup de verbiage, mais quand il s'agit de voter, tous votent. Et Martine Aubry, elle s'inscrit comme une voie pas alternative, une voie de recours. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme au football, il y a une équipe qui est sur le terrain, puis il y a une équipe qui regarde et qui se dit, bah écoutez, si ça se passe mal, on peut prendre le relais, mais dans la même orientation. Donc on n'est pas là pour négocier l'austérité, et l'austérité aujourd'hui, elle porte des mesures concrètes, celle du budget dont on va discuter ce soir. Donc je crois que c'est pas de ce côté-là qu'on pourra attendre la réponse, mais plutôt de la gauche non gouvernementale qui doit faire un choix, savoir si oui ou non on assume le fait d'être dans l'opposition. Et d'ailleurs, elle a été très claire quand on lui a posé la question. Elle est surtout pas dans l'opposition. Et moi, je pense qu'on a d'une opposition de gauche clairement identifiée, sociale et politique, qui se fera entendre probablement le 15 novembre prochain contre le budget pour défendre la sécurité sociale, avec le Front de gauche, une partie de l'extrême gauche, une partie de la CGT, de Solidaire et beaucoup d'autres. Récupérer 20 milliards sur 40 pour aider les ménages, relancer les emplois d'avenir, les investissements des collectivités locales, ça vous paraît une bonne idée pour relancer l'économie française? Si vous voulez, le problème de Martine Aubry, c'est... Enfin, moi, je devais être au collège, qu'elle était déjà ministre. Et alors? Je ne crois pas
objectivement, qu'on pourra renouveler la vie politique française et apporter des idées nouvelles, des solutions pour sortir notre pays de l'ornière, avec des gens qui sont responsables, en partie forcément, Pascal a gouverné, de cette politique. Donc vous excluez quelqu'un comme Alain Juppé aussi, de fait, dès qu'il passe une certaine limite d'âge et une certaine expérience du pouvoir. De responsabilité, pas d'âge, de responsabilité. Du pouvoir, oui. De responsabilité et d'incapacité de s'amender. Parce que le problème de Martine Aubry, je voyais la fronde qui était écrite derrière là, sur le plateau, c'est une mini-fronde de salon, c'est une frondouillerie, parce que Martine Aubry ne va pas au fond des choses. Jamais dans ses interviews, elle n'aborde la question européenne. Jamais elle ne parle du traité budgétaire qui nous contraint à cette austérité qui fait qu'on n'est même plus un pays libre de décider de son budget. Jamais elle ne parle de l'euro. Les économies du gouvernement, elle ne remet pas en cause l'équilibre du budget. Elle est dans le verbiage, mais elle ne va pas au cœur des problèmes. Et à partir du moment où elle ne va pas au cœur des problèmes, elle ne peut donner aucune solution réelle, concrète, durable. C'est pour cela que c'est voué à disparaître dans ce flot continu de paroles qui agite un peu trop la vie politique française aujourd'hui. Éric Woerth a dit quelque chose qu'on a souvent entendu chez les frondeurs, justement, on en parlait avec le CICE et le pacte de responsabilité, on accorde des aides à toutes les entreprises. Elle dit qu'il faudrait au moins les cibler sur les entreprises qui sont en concurrence, qui investissent, qui embauchent. C'est pas du bon sens ? Non, enfin, d'abord, parce que moi, j'oublie pas que Martine Aubry, elle est responsable d'un des plus grands crashs de compétitivité qu'ait tenu le pays en imposant les 35 heures. C'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que c'est pas quelque chose de peu significatif. Et puis, elle anime, là, ce débat, au fond, à l'intérieur du gouvernement, entre la droite du Parti Socialiste et la gauche du Parti Socialiste. Ça a d'abord été Hamon et Montebourg, mais ils se sont fait licencier par François Hollande. Alors, elle peut pas être licenciée parce qu'elle n'est pas dans le gouvernement. Et puis, il y a un débat à droite du Parti Socialiste avec M. Macron et M. Valls. On voit bien qu'il n'y a pas de ligne. Et au fond, un gouvernement, il n'est pas fait pour débattre entre lui-même, entre quatre yeux. Il est fait pour diriger, pour gérer, pour prendre des responsabilités. Et on voit bien que ce débat affaiblit le gouvernement. C'est même une provocation pour le gouvernement, ce qu'a dit Martine Aubry, parce que c'est exactement le contraire de ce que fait le gouvernement, et c'est un bilan sans concession extraordinairement cruel des 2 premières années et demie de M. Hollande. On a appris également ce matin que Martine Aubry n'était pas d'accord avec Lionel Jospin quand il songeait en 98 à moduler les allocations familiales selon les revenus. 16 ans plus tard, le gouvernement devrait franchir le pas. Alors c'est la première réforme taboue dont on va parler. Le montant des allocations familiales devrait être divisé par 2 pour les foyers gagnant plus de 6 000 euros et par 4 pour ceux gagnant plus de 8 000 euros. C'est une proposition des députés socialistes, mais validée par le gouvernement. C'est la fin du sacro-saint principe d'universalité. C'est un scandale, Éric Woerth ? C'est un scandale, il faut employer les bons mots. C'est en tout cas un coup de canif très important dans l'universalité d'un certain nombre de prestations. Et je pense que la politique familiale, c'est à la fois le quotient familial et puis les allocations familiales qui permettent d'égaliser au fond votre situation entre quelqu'un qui n'a entre des contribuables qui n'ont pas de famille et puis des contribuables qui ont une famille. Donc ça élimine la charge de famille. Ça, c'est le pacte républicain, au fond, ni de droite ni de gauche. On est français d'abord. Et donc on partage ensemble un certain nombre d'éléments, dont une politique familiale. À côté de cette politique familiale qui n'est pas sous condition de ressources, il y a une grande partie de la politique familiale française qui est sous condition de ressources. La prestation d'accueil du jeune enfant et plein d'autres choses. Et je pense que le gouvernement fait une erreur, presque une faute absolument fondamentale, que de vouloir triturer dans le quotient familial comme il a fait l'année dernière, et maintenant dans les allocations familiales. Il y a d'ailleurs une sorte d'incohérence, parce que quand le gouvernement est patron lui-même, les fonctionnaires touchent un supplément familial qui, lui, est proportionnel aux revenus. C'est le contraire. Plus vous avez de revenus et plus ce supplément familial est important. Et là-dessus, la ministre de la fonction publique dit « moi, je ne vais pas y toucher, ça coûte 2,3 milliards, je ne vais pas y toucher ». Ça s'ajoute aux allocations familiales. Donc il y a une incohérence. Et à toucher comme ça aux différentes politiques aussi importantes que celles-là, sans vision d'ensemble, sans redéfinir, au fond, le cadre de la protection sociale du pays, c'est une erreur. Et je crois que le gouvernement ferait mieux de s'attaquer à ce qui ne marche pas. Il y a tellement de trucs qui ne marchent pas par rapport à ce qui marche. Et la politique familiale, elle marche. C'est au moins quelque chose en France qui marche. Là, il faut chercher des économies un peu partout, c'est ça ? D'abord, il y a des déficits. Pour plein de raisons compliquées, toutes ne relevant d'ailleurs pas de la politique familiale. Mais enfin, il y a un déficit de plus de 2 milliards. Ça veut dire très concrètement que la politique familiale, elle est payée par les enfants qui naissent.
Parce que les déficits, ça veut pas dire grand-chose pour ça veut dire quelque chose. Ça veut dire vous savez pas ce qu'ils feront, les enfants qui naissent peut-être qui cotisent pas. Ils ont une dette sur le dos. Ils naissent avec une dette qui paye les allocations familiales. Donc, deuxièmement, le système est profondément injuste aujourd'hui. Parce qu'il y a deux dispositifs, les allocations familiales, qui jusqu'à maintenant touchent tout le monde de la même façon, et quelque chose qui s'appelle le quotient familial, qui a été revu ces dernières années, mais qui, en gros, profite d'autant plus que vous avez des hauts revenus. Là, c'est la double peine, en fait. Parce que l'an dernier, on a dit on ne touche pas à l'universalité pour avoir le quotient familial. Et cette fois, on a... Il y a un troisième sujet. L'universalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde touche la même chose, quel que soit son niveau. Sauf que ça, il y a bien longtemps que c'est foulé aux pieds. Aujourd'hui, il y a plus de 50%, il y a 50% des prestations familiales qui sont déjà sous conditions de ressources. Non, mais les allocations familiales. Il y a 50% de la politique familiale qui est déjà sous allocation de ressources. Mais c'est ce que disait Éric Woerth, les allocations familiales, c'est une mesure de justice que de dire l'universalité. jusqu'à 6 000 euros, ça change pas, et on garantit ce niveau de prestation familiale. Puis quand on a beaucoup d'argent, on fait un petit effort. Et je pense que c'est vraiment une mesure que les Français comprennent très bien d'ailleurs. C'est soit ça, soit sinon on est obligé de raboter pour tout le monde. Et là, pour le coup, c'est une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, c'est fini. Une fois que vous mettez sous condition de ressources les allocations familiales, c'est ce que vous allez faire. C'est une erreur. C'est fini. C'est-à-dire que c'est 6 000 euros. Et ces 6 000 euros, demain ce sera 5 000, 4 000. Tout ça pour un coup. Évidemment, vous y mettez. Et le quotient familial, vous vous trompez complètement. Le quotient familial, c'est pas ça du tout. C'est à niveau de revenu égal. Si vous avez une famille ou si vous n'en avez pas, vous gardez le même pouvoir d'achat au travers d'une réduction fiscale. Plus vous avez des revenus élevés, plus c'est ça profite. Évidemment, puisque par principe, puisque c'est pas une répartition verticale, c'est une répartition horizontale. Non, parce que c'est une erreur d'interprétation massive. Ce qui vous choque, c'est qu'on touche à l'universalité ou à la politique familiale, tout simplement? Je voudrais quand même tenir un petit propos liminaire, parce que là, on va égrener ce qu'on appelle des réformes, donc qui touchent les familles, les chômeurs, les départements, le travail le dimanche, etc. Ce ne sont pas des réformes, c'est de la gestion de la pénurie. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre... Oui, mais c'est des réformes qui sont voulues imposer par l'oligarchie financière. On essaie de mettre la France aux normes, voulues par Bruxelles. Non, mais des réformes, je peux vous en donner beaucoup. Des réformes choisies qui donnent durablement des revenus. Redonner des armes à notre pays dans la mondialisation, ça, vous n'y pensez jamais. Vous semblez condamner la France au 0% de croissance, à la récession, comme s'il n'y avait aucune autre possibilité. Nous disons la France a des talents, a une capacité de réindustrialisation qui lui permet de s'en sortir bien mieux que vous ne le faites aujourd'hui, à condition qu'on fasse des vraies réformes, oui, sur la politique monétaire, sur le patriotisme économique, sur le protectionnisme intelligent. Là, on est sur la politique familiale. C'est redonner des armes à notre pays dans la mondialisation sauvage. Et je réponds juste sur les allocations familiales. C'est effectivement une politique publique qui vise un seul objectif, la natalité française, stimuler la natalité française. De ce point de vue-là, elle n'est pas une politique fiscale. Elle doit donc avoir un caractère d'universalité. Parce qu'aujourd'hui, les Français, beaucoup de Français qui sont effectivement à moins de 6 000 euros. De la politique familiale. C'est ça la politique familiale. C'est comme cela qu'elle a été conçue. C'est un des instruments qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'en France, on a plus d'enfants qu'à la moyenne européenne. Mais aujourd'hui, on dit les plus de 6 000 euros. Alors beaucoup de Français disent, moi je ne suis pas concerné. Mais vous savez très bien que la machine infernale de l'austérité fera que dans 6 mois, vous direz c'est les plus de 4 000 euros, comme ils l'ont fait en Italie, puis les plus de 2 000 euros, et on n'en finira jamais. Et finalement, on aura détricoté la politique familiale française, parce que vous aurez refusé de faire les vraies réformes et les vraies économies, et j'espère qu'on en reparlera aussi. Olivier Besancenot, pour vous, que quelqu'un qui gagne 8 000 euros touche la même chose pour ses enfants que pour quelqu'un qui en gagne 1 000? Ouais, vous essayez de me prendre par les sentiments, c'est bien tenté. Mais ça, c'est la fiscalité qui doit le faire, théoriquement. L'outil politique pour le faire, c'est la fiscalité. Là, on parle de cotisation sociale, on parle de la protection sociale, de la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale, son principe, parce que nos anciens sont battus pour ça, c'est en effet l'universalité, c'est-à-dire l'idée que ça s'applique pour tous les gamins, les classes populaires comme les gosses de riches. Voilà. Et quel est le problème? Pour ça que le mot tabou, pardon, mais je l'aime pas. Y compris quand on parle de politique familiale, on pourrait parler de alors des vrais tabous pour la politique, y compris quand cette gauche arrive au pouvoir. Je sais pas, le nombre de maternités. Vous savez que le nombre de maternités en 75, il y en avait 13 500, il n'y en a plus que 550. On pourrait parler des places en crèche. Il y a un gamin sur 10 qui est en crèche, c'est-à-dire d'un service public de crèche. Il faudrait des moyens pour le faire. Sauf que ça, c'est pas vraiment la politique du gouvernement, parce que quand on parle par exemple des hôpitaux, on fait des grosses économies, 3 milliards supplémentaires. Alors les allocations, quel est le problème? C'est qu'on ne peut pas mettre cette annonce sans se remémorer l'annonce d'Hollande il y a quelques mois qui a dit on va supprimer les cotisations sociales sur la branche familiale, qui est une vieille revendication du patronat. Et pourquoi? Parce que la branche famille, dans la sécurité sociale, elle a cette spécificité que ce ne sont que les cotisations patronales qui payent.
pas les cotisations salariales, que les cotisations patronales. Et là, pardon de le dire, mais moi je trouve ça absolument énorme. On nous culpabilise du matin jusqu'au soir avec ce déficit abyssal de la sécurité sociale. Parce que quand on parle de déficit de la sécurité, il faut dire abyssal. 15 milliards d'euros, alors on nous dit mais on a dû faire une connerie avec la sécurité sociale. Et on nous explique, la gueule enfarinée, comme il y a un déficit, eh ben on va donner 30 milliards d'exonération cotisations sociales supplémentaires. Et ça paraît logique. Tout ça pour vous dire que j'ai mon petit avis sur la question. Je pense que ce trou de la Sécu, il est orchestré politiquement. On exonère de cotisations sociales au nom d'une politique qui ne marche pas. Et c'est pour ça que c'est pas le pacte de responsabilité. il faut financer le Vous pacte de savez, le fond du responsabilité, problème, donc on fait c'est des économies. ça remonte même à un chancelier allemand, si j'ai bien compris, qui s'appelait Helmut Schmidt, qui avait dit en gros, la formule c'était ça, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 70, c'est les profits d'aujourd'hui feront les investissements de demain et feront les emplois d'après-demain. La réalité, c'est qu'on fait tout, sous les différents gouvernements libéraux, de droite comme de gauche, pour augmenter aujourd'hui on appelle ça compétitivité, mais peu importe, la profitabilité des entreprises. Demain, premier juré, vous aurez des investissements. Elles sont en concurrence aussi avec d'autres entreprises. Non mais d'accord, mais la réalité c'est que moi ce que je vois, c'est qu'il y a plus... Non, on est en plein dedans. 5 millions de chômeurs. 5 millions de chômeurs. Vous parlez des allocations familiales qui sont compensées. Mais c'est 800 millions d'économies que vous allez faire. Donc annoncez la facture. Elles sont vraiment compensées, on n'en est pas sûr. Oui, si. Sur 12%, ça touche 12% des familles, ça veut dire concrètement que 88% des familles ne seront pas concernées par cette mesure et garderont l'intégralité de leurs prestations. Et ces familles-là, c'est les couches les plus fragiles de la population, la grande couche moyenne. Et je ne comprends pas comment on peut, dans la crise financière dans laquelle on est aujourd'hui, considérer que finalement il n'y a pas une mesure de justice que de dire ceux qui ont quand même beaucoup de moyens, vous avez toucheront l'occasion de faire une mesure de justice sociale. Qu'est-ce que ça apportera à ceux qui gagnent moins aujourd'hui? Rien. Il y a une énorme improvisation dans cette affaire. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, Mme Touraine, qui est ministre de la Santé et du Social, nous dit on ne touchera pas aux allocations familiales. Monsieur Hollande, d'ailleurs vous l'avez montré, indique que non, on ne reviendra pas sur l'universalité des prestations familiales, des allocations familiales, pour un certain nombre de raisons. Puis tout d'un coup, patatrac, une semaine après, ça a changé, on ne sait pas pourquoi. Deuxième point. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il change tout le temps la vie. Il change tout le temps la vie. Deuxième point, on ne change pas la vie dans ces conditions. Pas pour ce type de sujet. Deuxième sujet, les allocations familiales, il y a des cotisations en face. Les cotisations, elles sont aussi en fonction des revenus. Donc il est assez naturel qu'à un moment donné, il y ait une variation. Vous payez plus, vous gagnez plus, vous aurez la même somme. Donc au fond, vous avez cotisé un peu plus que ceux qui ont la même somme que vous. Et puis il y a l'histoire de l'enfant. Je trouve que tout ne peut pas se faire uniquement en fonction des ressources. C'est bien qu'à un moment donné, tout ne soit pas en fonction des ressources, des revenus, une société indexée. Demain, vous paierez votre baguette de pain en fonction de vos revenus. Vous viendrez avec votre feuille d'impôt, comme ça, vous pourrez dire, je la paye entre 50 centimes d'euros et 2 euros. Il y a une sorte de société comme ça qui ne fonctionne plus. Il y a énormément de revenus de transfert aujourd'hui sociaux, et c'est tant mieux en France. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'ailleurs. Et la pauvreté, enfin l'écart de revenus est très différent entre avant et après tous ces revenus de transfert. Donc la France, elle fait son métier de solidarité. Mais à un moment donné, ça marche pas. Tout peut pas être en fonction des revenus. Et un enfant, c'est aussi un enfant de la République. C'est pas uniquement un enfant d'une famille qui gagne 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 10 000 euros. Ils l'ont pas volé, l'argent qu'ils gagnent. Donc au fond, il y a d'abord la reconnaissance de l'enfant. Et il y a une manière, d'une certaine façon, de se dire, on égalise les charges entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, par le quotient familial et par les allocations familiales. C'est une belle idée, c'est une idée ancienne, et c'est celle-là qu'il faut protéger. Florian Philippot, vous savez, vous, pourquoi il a changé d'avis, le frondeur, c'est ça? Oui, non, mais je sais pourquoi. Je vais vous demander pourquoi ils font ces annonces-là depuis quelques jours. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, on tape sur les familles, on tape sur tout le monde, les retraités, les petits retraités, le gel des petites retraites. Finalement est mise en place, contrairement aux promesses d'il y a 6 mois. Non mais pourquoi? Non mais il y a une logique. Vous savez qu'il y a 5 jours, le 15 octobre, on a remis notre copie budgétaire à Maman Bruxelles. Ou Papa Bruxelles, qui est souvent le père Fouettard. Pourquoi on lui a remis? Parce que nous avons signé, l'UMP et le PS, pas nous, vous avez signé le traité budgétaire en 2012, vous l'avez ratifié en 2012, qui fait que la France n'est plus souveraine du point de vue de son budget, qu'elle doit le remettre à Bruxelles, et que Bruxelles décide s'il est valide ou pas. Puis ensuite, ça peut même aller jusqu'à la Cour de justice, qui peut nous imposer une amende de 4 milliards d'euros. Pas que la France, tous les pays qui mais bien sûr, formidable. Tous ces pays, c'est-à-dire tous ces pays qui sont ceux qui vont le moins bien dans le monde. Voilà, donc c'est formidable. Mais on va encore plus loin dans cette logique, alors que cette logique est mortifère. Mais d'abord, c'est scandaleux du point de vue de la
la démocratie. Ça n'a rien à voir. Dans une démocratie, un Ça, peuple c'est est maître vos de son fantasmes, budget. ça. Non, c'est un traité Non, budgétaire, c'est pas un fantasme, monsieur. D'accord, mais Mandon. les déficits, Malheureusement, c'est pas un ça, fantasme. c'est des réalités. Ça n'a rien à voir avec Oui, oui. Bruxelles. C'est que quand vous avez des déficits, Là, vous avez peur, êtes obligé d'aller voir monsieur votre Mandon. banquier. Et Votre vous êtes grande tenu par crainte, votre banquier votre grande qui vous dit, crainte, je vous prête, mais ça vous coûte tant. Votre grande Voilà. crainte, Donc, il faut c'est que les Bruxelles déficits, ne c'est valide pas l'ennemi. le budget français. Mais ça n'a rien Alors à vous voir. êtes en train de donner, multiplier les gages à la Rien à Commission voir. européenne. Bien sûr que On veut si. s'émanciper Là, pour du le coup, il banquier. ne s'agit pas plutôt, Vous enfin, multipliez sur les gages d'austérité en ce sur moment, l'universalité, bien il ne s'agit évidemment. pas plutôt d'un gage aux frondeurs, aux fameux Mais non, frondeurs, non, qui étaient favorables c'est un plutôt gage à à ce- Bruxelles. C'est beaucoup plus simple que ça. Encore une fois, quand on a des déficits, notamment sur la protection sociale qu'il faut absolument sauvegarder, protéger. Il n'existe pas ce traité Quand on budgétaire. a des Il existe ou pas, déficits, monsieur Mandon? vous êtes obligé d'aller voir votre banquier, Pourquoi ça vous gêne de et parler de vous Bruxelles? quémandez chaque année, mais ça n'a Assumez vos rien à votes. voir avec Mais Bruxelles. assumez vos votes. S'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent pour boucher les trous. Et quand ça s'accumule, c'est très dangereux pour la protection sociale elle-même. Donc, réduire les déficits, c'est consolider la protection sociale. Ça n'a rien à voir avec Bruxelles. Rien. Le Vous régime êtes- des retraites, vous Vous avez êtes de ce point de stoppé vue-là toute parfaitement réforme. d'accord. Une nouvelle Pas fois du entre tout, on n'a pas l'UMP et le stoppé, PS, on a parce même- que vous Ah, êtes soumis à la même austérité Justement, on va européenne. voir si vous étiez d'accord. Vous avez La été droite a gouvernement. aussi tenté de viendra s'attaquer à vite, l'universalité je des vous allocations chômage. C'était en 95, en fiscalisant ces allocations. C'était Alain Juppé qui était Premier ministre. On l'écoute. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Que vous gagnez 50 000 francs par mois ou 5 000 francs par mois, vous touchez les mêmes allocations familiales. Ce qui fait que ce n'est pas juste. Alors ce que nous avons essayé de faire pour corriger cette inégalité, c'est de dire on va faire entrer les allocations familiales dans la base imposable en 97, mais, et là encore j'y insiste avec beaucoup de force, ça ne touchera pas les petits contribuables, parce qu'on va changer le barème, de sorte que les familles modestes et les familles qui ont beaucoup d'enfants ne soient pas touchées par cette mesure qui ne concerne pas des centaines de milliers de contribuables. Si on ne faisait rien, ça en concernerait 300 000, c'est vrai. Bon, et puis finalement, il n'y a pas touché. Non, il n'a pas touché, il a dû pas reculer. pu. C'est un débat qui dure depuis longtemps. Depuis cette époque-là, les prestations sociales ont considérablement monté, plusieurs points de PIB. Ces questions, Mais ça, cette on peut la poser. fiscalisation des Non, allocations c'est- familiales, je pense que vous c'est encore pire que. c'est pire. Bruno Le Maire, je crois qu'il est défavorable. Je pense que c'est. on a un débat entre Non, mais nous, bien c'est sûr. très bien. Alors, dans Mais votre avis, Vous avez le globalement. droit, donc. De débattre entre nous, on globalement, n'a pas le droit, mais ouais, vous avez le droit. nous, on a le D'accord. droit, mais parce que nous, on n'est pas au gouvernement. Ah oui, oui, bien sûr. C'est ce qui est une grosse différence. Ah, on débat vous que quand on est dans êtes en l'opposition. charge de la responsabilité de ce pays, et épargnez-nous les débats internes. Donc c'est normal, une opposition, elle Pourquoi c'est débat. Mais pire, enfin, la il y a fiscalisation une. Pourquoi c'est pire Mais parce que vous êtes sur des tranches beaucoup plus élevées. Enfin, vous passez. En fait, ça accroît encore plus la différence. Je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut en rester à une universalité d'une partie de la politique familiale, et certainement cela. Et si vous voulez vraiment, parce qu'il faut, vous avez raison, il faut évidemment éviter tous les déficits sur la protection sociale. Il n'y a pas de raison, c'est pas possible de faire payer la grippe que nous aurons peut-être cet hiver par les générations qui viennent. Ça, c'est juste pas possible, c'est totalement immoral. Olivier Besançon. On doit gérer nous-mêmes, nos générations doivent se prendre en charge, notamment les systèmes de solidarité. Mais vous auriez dû poursuivre la réforme des retraites, vous devriez faire une vraie réforme de l'assurance maladie, vous devriez vous occuper des accidents du travail et vous occuper globalement des prestations sociales. Il y avait beaucoup plus de grains à moudre et notamment de justice à obtenir, et les déficits sont bien plus importants, vous le savez bien. Fait plus tôt. Mais nous Olivier l'avons Besançon, beaucoup fait. avant de quitter la Les famille, retraites, hein. les retraites, nous ne l'avons pas fait. Vous plaisantez. Non, mais Vous plaisantez. les retours entre Juppé et le gouvernement actuel est instructif. Parce qu'en général, quand il s'agit, parce qu'il y a trop de contestations et quand même les inégalités sociales commencent à trop se voir, on a toujours un discours des gouvernants qui commence à dire qu'il faut se trouver un petit côté Robin des Bois. Et comme par hasard, ça tombe toujours sur les mêmes sujets, jamais sur les bons. Sur la fiscalité, il y aurait 10 000 possibilités de le faire. Or, ce gouvernement, par exemple, va faire des cadeaux supplémentaires, y compris aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires plus de 750 000 euros. Je pense par exemple à la C3S. On s'attaque aux cotisations sociales, mais il faut bien comprendre, j'aimerais au moins qu'on s'entende sur ça, que dire qu'en prenant aux plus riches sur les cotisations familiales, on va faire cadeau aux familles les plus faibles, c'est un mensonge. Je le dis et je le répète, ces cotisations ne sont pas des charges, c'est notre salaire socialisé. Notre salaire, il est fait avec notre salaire net, ce qui va dans notre poche, il est fait avec le salaire socialisé, puis ensuite il y a le profit. C'est ça la répartition des richesses. Quand vous retirez la cotisation sociale, vous avez tous remarqué que notre salaire net, il n'augmente pas, sinon ça se serait. C'est le profit qui augmente. C'est bien un cadeau au capital qu'on fait. Et c'est bien pour ça que le MEDEF le réclame depuis des années et des années. C'est bien pour ça que, pardon de le dire, ce costard Robin des Bois, il est taillé sur mesure par le MEDEF et notamment par les assurances. Pourquoi ? Parce que évidemment, on comprend bien que quand il y a des prestations sociales qui ne sont plus couvertes par la sécurité sociale, on fait appel à qui ?
aux assureurs, aux pensions. Et donc, on installe de fait un système à deux vitesses. Et c'est pernicieux parce que l'État contribue à ça, je terminerai là-dessus. Il faut savoir qu'avant, et quand je dis avant, c'est au début des années 80, la sécurité sociale était payée à plus de 90% par les cotisations sociales. On n'est plus, je crois, qu'à hauteur de 57%. La fiscalité s'en est mêlée. Et c'est important parce que c'est un autre modèle qui est le modèle anglo-saxon, où c'est l'État qui gère la sécurité sociale. Alors en filigrane, la cotisation sociale, c'est l'idée que ce sont les cotisants qui peuvent contrôler eux-mêmes l'argent de la Sécu. L'argent de la Sécu, c'est énorme, c'est 1,5 fois le budget de l'État. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Tout ça pour vous dire que les capitalistes, ils s'y intéressent d'un peu près et on comprend pourquoi. On va quitter... Oui, un mot peut-être. Non, il n'y a pas de repli. Il n'y a absolument aucun repli de la protection sociale et de sa part dans la richesse nationale depuis des années. Donc vous avez des craintes sur lesquelles moi je suis vigilant comme vous, parce que je crois qu'il faut être vigilant. Mais pour l'instant, ce qu'on nous reproche bien souvent, bien trop souvent, et qu'on ne compte pas sur nous pour changer ça, c'est que la protection sociale, ça coûte, c'est un choix collectif dans le pays auquel nous tenons. On va quitter la famille pour l'entreprise. Ça se fait à crédit. L'ensemble du système de protection sociale, il se fait à crédit aux charges des générations futures. On quitte les bébés qui sont en train de naître. On quitte la famille pour l'entreprise. Là aussi, on parle de nombreuses pistes pour créer de l'emploi, pour permettre des embauches. C'est même l'obsession de tous les politiques aujourd'hui, la réforme du marché du travail. Alors, il y a déjà eu une réforme du marché du travail l'an dernier. La nouvelle loi autorise par exemple les entreprises à conclure des accords pour aménager le temps de travail et la rémunération en cas de graves difficultés. En contrepartie, il y a la complémentaire santé obligatoire, les droits rechargeables au chômage. Mais pour beaucoup, ça ne suffit pas. Alors, le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, a son analyse et ses solutions pour relancer l'emploi. On l'écoute. Il y a beaucoup de réformes qui sont urgentes. Donc il y a la réforme du marché du travail afin de créer des emplois. On a de gros problèmes au niveau des jeunes et puis des seniors. C'est-à-dire que les entreprises ont très peur de créer des CDI parce qu'elles n'auront pas suffisamment de flexibilité en cas de problème. Et donc, elles ne créent plus de CDI, elles créent essentiellement des CDD, elles utilisent des stages, elles utilisent des emplois aidés. Ça fait que les jeunes vont d'un petit emploi à un autre, et en passant par la case chômage. Quelle est la solution ? La solution, c'est un contrat unique, c'est-à-dire faire en sorte que, d'une part, on ait des emplois plus protégés pour certains et moins protégés pour d'autres. C'est une solidarité qui s'impose. Alors, qui est intéressé par le contrat unique de Jean Tirole ? Pas moi. Personne ? Si, moi je trouve que c'est une... je me jette à l'eau. Allez-y. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus que ça. Je pense qu'au fond, ça dépend de ce qu'on appelle le contrat unique. La création d'emplois aujourd'hui, c'est essentiellement des CDI. Oui, pour l'instant, c'est justement un contrat unique de salariés. C'est un contrat unique de votre société de précarité. On laisse le seul candidat au contrat unique s'exprimer. C'est un contrat qui se recharge au fur et à mesure du temps en termes de droits. Donc tout ça peut se... On voit bien qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont embauchés aujourd'hui en contrat à durée déterminée. Et le stock des contrats est plutôt encore le contrat à durée déterminée. Mais on voit que tout ça ne fonctionne plus. Votre contrat, s'il n'y a pas d'emploi, votre contrat, il vous protège pas plus que ça. Juste, ça se termine par une judiciarisation excessive du marché du travail où plus personne n'ose embaucher. Et à ce moment-là, c'est très simple. Il n'y a plus d'embauche. Et allez voir le commerçant du coin ou l'artisan qui habite dans votre propre ville. Il a souvent besoin d'embaucher parce qu'il en a, et en fait il ne le fait pas parce qu'il a peur de l'embauche. Il y a une peur assez considérable. Donc ça, il faut rompre tout ça. Il faut donc créer un marché du travail. C'est même pas réformer le marché du travail. C'est qu'il faut créer un marché du travail. Il n'y a plus de marché. Il n'y a plus d'endroit véritablement où il y a une véritable offre et une véritable demande qui se fait avec une adaptation des deux, notamment par la formation professionnelle. La formation, elle permet d'adapter une partie de cette offre et une partie de cette demande. Donc il y a un travail considérable à faire sur le marché du travail qui doit protéger non pas l'emploi, car les emplois se détruisent et se détruiront de plus en plus vite parce qu'il y a de l'innovation technologique, il y a des services qui changent, mais de protéger l'employé, le salarié, et de rassurer l'employeur, parce que c'est l'employeur au fond qui crée les emplois. Alors, le contrat unique a une contrepartie, en fait, c'est qu'on taxe, les licenciements sont plus faciles, mais on les taxe afin que la charge des chômeurs ne revienne pas à la collectivité, mais à l'entreprise. Ça vous intéresse pas, ça, la taxation des licenciements ? Non, parce que pour moi, tout n'est pas affaire comptable. Je vais commencer par ça. Et on vit dans une société où, en effet, on a des ministres de l'économie qui savent que compter. Heureusement. Oui, ouais, mais des fois... Quand on est ministre de l'économie... je vais vous dire quelque chose. Heureusement. Des fois, quand ils s'essayent sur les mots, ça dérape. D'accord. Et j'ai une image qui me vient en tête puisqu'on parle d'emploi. On va en parler. Et de sécurité de l'emploi. C'est les salariés de GAD. Il y a un reportage qui est passé hier à la télé où on rentre... Il n'y a pas de... Et d'accord, je vais terminer. Où on rentre dans un gymnase, parce que moi, je commence par ça. Et tu rentres dans une file. Soit t'es gardé, soit t'es pas gardé. Pour moi, la sécurité de l'emploi, c'est ça, et c'est pas des chiffres. Et pardon de le dire, en tant qu'anticapitaliste révolutionnaire, je vais être le seul à défendre la loi. La loi, le code du travail, théoriquement, le contrat unique, il existe. C'est le CDI. Il n'est pas appliqué par aucun de vos gouvernements.
qui fait qu'aujourd'hui, 80% des embauches, c'est en CDD. Quand Pôle emploi recrute, CDD, intérim, la précarité à tous les étages. Et vous savez ce que ça signifie humainement pour des tas de personnes de ne pas pouvoir se projeter dans le lendemain? C'est en effet la fin d'un certain mode de vie pour des générations entières. Et moi, je commence par ça, au-delà des chiffres. Alors, pardon de le dire, mais j'espère qu'il n'a pas été nommé pour ça, parce que là, il n'a rien inventé, le prix Nobel. Ça, c'est un vieux projet. Pour ça, on parle de tabous, mais tout ça, c'est pas des tabous. C'est des politiques dont on connaît les effets et les conséquences. C'est parce qu'on l'a pas fait. La question, il y a un tabou, un vrai tabou. Ce sera une loi d'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. On pourrait commencer par celle-là. Ça, ce serait un jour, soyons dingues, un jour où la gauche arrive au pouvoir. Ça, ce serait un vrai tabou. Elle n'est pas au pouvoir, la gauche? Je ne sais pas, j'ai pas vu passer, moi, personnellement. D'abord, petit aparté, je pense que c'est pas très sain de prendre le ministre de l'économie comme une tête de turc, de laisser sous-entendre que c'est lui qui est responsable des files d'attente dans les gymnases. On l'a pas encore cité là pour le coup. Ça a été fait là. C'est vrai qu'il avait parlé présentement, ça a été fait. dans une Donc je interview. pense que le ministre de l'économie, il fait son travail. On peut être en désaccord avec lui, mais on lui fait pas de procès d'intention et il a rien à voir avec la file d'attente. Et on va en reparler. Je reviens maintenant. Il est très sablé, lui. Je reviens, certes, mais ça n'a rien à voir avec le sujet que vous avez évoqué. Rien. En l'occurrence, on parle des mêmes. C'est Et parce par que, ailleurs, il y a des problèmes de formation. faut expliquer, c'est parce qu'Emmanuel Macron avait parlé des salariés de GAD. Oui, mais c'est facile quand on se dit à la gauche de la gauche anticapitaliste en expliquant que nombre des salariés étaient ministre parce illettrés, qu'il se trouve qu'il a été banquier. Je trouve pas ça bien. Vous vous enflammez tout seul. Là, j'ai Là, pas parlé de ça. C'est ce que vous avez dit. Mais si vous voulez qu'on en parle, on va en parler aussi. Non, alors moi, je veux parler du travail et de votre contre-avis. Premièrement, la précarité aujourd'hui, c'est pas seulement les CDD, les missions d'intérim. C'est l'explosion du travail dans la société française avec le développement du travail indépendant, les auto-entrepreneurs et une myriade de statuts qui, en effet, obligent les responsables politiques, quelles que soient leurs convictions, de se dire, attendez, on raisonne sur un monde du travail, sur des régulations du monde du travail qui n'existent plus dans la société. Comment on recrée de la régulation, comment on recrée du contrat, comment on recrée des relations entre employeurs et salariés équitable, et donc c'est une réflexion de fond. Et je ne suis pas sûr que le contrat unique soit la bonne réponse. Je pense même que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois qu'un certain nombre de statuts du monde du travail aujourd'hui méritent des protections sociales qui n'existent pas, des droits au chômage, des droits à la retraite qui ne sont pas accordés. Vous êtes mis la simplification. Oui, vous mais pourriez vous parfois il si faut on peut réfléchir. pas simplifier les choses. Je pense qu'on est à l'évidence. Oui, une simplification encore plus compliquée. Deuxièmement, sur la question du travail toujours, plutôt que le statut, je pense que la question de la rencontre entre l'offre de travail, la demande de travail et la formation et la reconversion, et la capacité qu'on a à faire en sorte que le salarié, quels que soient les aléas de sa vie professionnelle, parce qu'il n'y a que M. Besancenot qui croit qu'on peut enfermer les salariés dans les prisons en disant, dans les entreprises comme dans les prisons, en disant il y a l'interdiction de licenciement, vous y êtes, vous y restez. Les gens bougent, les gens. C'est ce que je ne fais qu'essayer de comprendre. On va dire que vous êtes un peu excessif, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut accompagner les parcours professionnels, et donc c'est ce que les Suédois ont essayé de faire. Ils appelaient ça la flexi-sécurité. Nous pensons, nous, qu'il ne faut pas aller trop loin sur la flexi, mais que penser la formation, le compte individuel de formation que nous avons créé, ça c'est très important, c'est-à-dire accompagner les salariés dans leur chemin professionnel. Il faut les rendre plus faciles, plus simples, Florian Philippot. Je crois que je vais être le seul sur ce plateau à aborder quand même normalement la vraie question, c'est comment on recrée de l'emploi en France. Parce que là encore, excusez-moi une nouvelle fois, vous êtes dans la gestion de la pénurie, c'est pas des tabous pour reprendre votre mot. Ce que vous dites, ce sont, je vais en parler juste après. Les tabous que vous dites sont dans tous les rapports de la Commission européenne, du MEDEF, etc. Depuis des décennies. Donc il n'y a aucun tabou là-dessus, c'est d'un conformisme dingue. Alors comment on fait pour recréer l'emploi? On regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Nous sommes dans une zone euro qui est la zone qui a le moins de croissance depuis que l'euro existe. Posez-vous la question de savoir pourquoi. On remet en place une politique monétaire nationale, une monnaie. On sort de l'euro. C'est oui, ça que ça veut dire. Savez, mais en français, ça veut dire on sort de l'euro. On sort de l'euro et on sera, si vous voulez, dans la situation que connaissent 95% des pays du monde qui ont une monnaie nationale. Je vous le rappelle, l'anomalie c'est l'euro. Combien ça coûte? La compétitivité des entreprises françaises, ça rapportera beaucoup. Combien ça coûte? Très largement. Et je crois que maintenant, beaucoup d'économistes le disent. Bien évidemment, l'euro est trop cher. Regardez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a sa monnaie nationale, a fait une dévaluation. Ils sont à 3% de croissance cette année. 10 fois plus que nous. 10 fois plus que nous, et on dévalue. 3 fois plus que l'Allemagne. Donc on sort de l'euro et on dévalue. Alors c'est extraordinaire. Je dis les choses, on dévalue, mais c'est un instrument monétaire. Probablement qu'aujourd'hui on a besoin d'une dévaluation d'environ 20%. Ça fait combien de dettes supplémentaires dans la minute? Ça fait pas de dettes supplémentaires parce que vous connaissez pas, vous deux, de l'UMPS,
la règle de l'ADN. Vous n'avez jamais géré les communes que vous gérez, c'est un désastre. 400 milliards Et dans derrière, les Absolument pas. Vous ne connaissez pas le système. Notre dette. Oui, je vais finir. Notre dette est en droit. Être arrogant avec les gens. Que vous expliquez, Monsieur Laissez-le juste finir sur Vu vos résultats, 600 milliards d'euros de dette sous Sarkozy, un peu d'humilité, monsieur Philippot, vous n'avez jamais rien géré. J'aime bien que l'UMP a le secours du PS, ça m'arrange. Ça m'arrange. Jamais géré la moindre 400 milliards dans la minute. J'aime beaucoup quand ils sont en meute. Monsieur Philippot va nous expliquer. J'aime beaucoup l'UMPS en meute, ça m'arrange. Il paraît qu'ils vont faire liste commune au Pontet, d'ailleurs, vous confirmez? Il paraît, dès le premier tour. Ça sera bien amusant. Et le Front National, en même temps, isole la France. Une monnaie nationale. La seule zone qui est isolée aujourd'hui, c'est l'Europe. Mais monsieur Vers, sachez laissez-le s'expliquer. La seule zone qui est isolée aujourd'hui dans le monde, c'est l'Europe qui a sa monnaie unique. Seul cas unique dans le monde, on a une monnaie unique. Vous n'avez pas expliqué comment on fait pour pas prendre 97% de notre dette est en droit français. Donc selon la Lex Monétaire, qui est la loi monétaire internationale, que vous devriez connaître, c'est inquiétant que vous ne la connaissiez pas, eh bien notre dette sera relibérée en monnaie nationale, c'est-à-dire le nouveau franc. Donc il n'y aura pas du tout d'augmentation de dette. Ça, c'est le monde magique de M. Philippot. J'aime beaucoup les arguments de langage partagé. C'est intéressant. Vous adorez croire qu'entre l'UMP et le Parti socialiste, socialiste il y a écouter, juste deuxième arme, je finis parce que je vous ai écouté. Deuxième arme, le protectionnisme intelligent. Aujourd'hui, notre pays est balayé parce qu'il n'y a plus de frontières par une concurrence déloyale. Vous savez, on est en concurrence avec des pays qui ont des salaires à $100, qui font travailler des enfants, qui n'ont pas de normes environnementales. Mettant en place des protections aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait, au Canada aussi, en Corée du Sud aussi. Parce que c'est pas bien de dire le protectionnisme tout court. Protectionnisme, c'est très bien. Du marketing. Mais comme je sais que vous avez tendance à diaboliser tout ce qui n'est pas de la doxa ultralibérale, je précise les choses pour que vous compreniez tout de suite. Ça veut dire qu'on maîtrise nos frontières et non pas on les ferme. C'est pour ça que c'est intelligent. On les maîtrise. Ah bon, il y a du protectionnisme en France? On en serait... Il y a des accords. Alors, ne dites pas trop fort parce que Bruxelles va cogner. Vous savez qu'on exporte. Troisième chose, le patriotisme économique. Moi, je ne me réjouis pas que le Club Med puisse devenir chinois. Je ne me réjouis pas que les scooters de Peugeot soient devenus indiens. On continue à vendre des produits à l'étranger quand même ou pas, monsieur? Mais vous savez, monsieur Mandon, dans votre modèle, réveillez-vous. Le monde entier fait ça. Ne soyons pas les dindons de la farce. On sort de l'euro. On dévalue, ne soyons pas les on fait du dindons de la protectionnisme, mais est-ce qu'on vend des produits à l'étranger? Les États-Unis ont une monnaie nationale, ils font du protectionnisme, ils font du patriotisme économique. Le Canada fait la même chose. Et je finis juste par une chose, par exemple la directive détachement, qui est encore votre œuvre commune, fait qu'aujourd'hui nous avons créé une concurrence déloyale en France, parmi nos travailleurs, en faisant venir des travailleurs notamment d'Europe de l'Est qui payent les cotisations du pays d'origine. Ça aussi, c'est une source considérable de chômage et d'effondrement de certains marchés comme le BTP. Et vous ne devriez pas balayer le problème parce que si vous étiez allé voir les professionnels du bâtiment, ils vous auraient expliqué. On a même légiféré là-dessus, c'est un gros problème. En effet. C'est un problème et vous n'y répondez pas. Gouvernement. Sur le marché du travail, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est à la fois le contrat. Il faut revoir les contrats, il faut essayer de donner un peu de flexibilité au contrat, protéger l'employé, mais pas protéger l'emploi lui-même, parce que lui, il bougera toujours. On aura toujours du retard par rapport. On aura toujours du retard par rapport à l'emploi. Oui. On est dans un pays qui gagnera sa vie dans le futur en innovant sans arrêt, et c'est bien normal. C'est le temps de travail. C'est le temps de travail, ça me fait penser à Martine Aubry tout à l'heure. C'est le temps de travail. Il faut pouvoir négocier le temps de travail à l'intérieur de l'entreprise, dans des branches. Enfin, il faut rentrer au plus près possible de la vie des salariés des entreprises. C'est pas tout à fait la même organisation du travail un peu partout. Et puis c'est aussi les rémunérations. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, alors il y a eu l'accord qui a été signé l'année dernière, c'est une première, mais il faut qu'il y ait une flexibilité aussi, en haut comme en bas. C'est un accord qui va dans le bon sens. Nous en avions préparé, on avait préparé cet accord auparavant, donc il est celui, je pense, une bonne chose. Il faut de la flexibilité. Si vous n'avez pas de flexibilité, ce qui lui reproche, c'est pas la flexibilité. Soyez pas ridicule. Mais bien sûr que oui. Vous reprochez rien sur le fond à François Hollande, vous lui reprochez juste de pas aller assez vite. Monsieur Philippot, un jour peut-être vous gérerez une collectivité, on verra. Monsieur Vers, maire de quelque chose. On vous a vu à l'œuvre, c'était franchement pas terrible. Vous savez que vous n'avez jamais compris qu'il y avait eu une crise en France. Parce que comme vous voulez tellement isoler la France, et comme vous voulez tellement appauvrir les Français, tellement appauvrir les Français, vos solutions ne sont pas des solutions. Il n'y a pas des pays qui sont sortis de la crise. Non, le vrai problème pour la France, c'est vous, c'est pas les solutions que vous apportez. Je voudrais revenir là-dessus.
Tout ça ne peut fonctionner que si en même temps, il y a autour de ça un système de formation professionnelle qui permet aux emplois de s'adapter au marché du travail. Il n'y a pas de marché du travail sans système de formation professionnelle. Et tout le monde a échoué sur la réforme du marché de la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'argent, il y a plus de 30 milliards d'euros entre les fonds publics et les fonds privés, entre les entreprises et puis les collectivités territoriales, les régions ou l'État. Et cette réforme, elle est absolument fondamentale. Donc créer en France un marché du travail qui aujourd'hui n'existe pas. Il y a une négociation actuellement entre le patronat et les syndicats, c'est sur les seuils sociaux. En gros, le MEDEF d'ailleurs explique qu'il doit pouvoir créer 50 000 à 100 000 emplois en réformant les seuils. Alors on va expliquer ce que c'est que ces seuils. À 10 salariés, l'entreprise doit verser davantage pour la formation professionnelle. À 50 salariés, il faut créer un comité d'entreprise. Et puis il y a une quarantaine de règles nouvelles. Résultat, il y a beaucoup d'entreprises qui n'emploient que 49 salariés. Vous pensez, vous, que les seuils sociaux, ça changera quelque chose? Ouais, bah là, c'est la totale. Là. Donc, ils disent combien, là, cette fois-ci? 50 000, c'est ça? 50 à 100 000. Ah bah oui, ils peuvent monter même un peu. Parce que je me souviens de leur Tippins, là, qui avait d'ailleurs des responsables socialistes qui étaient très contents de porter. C'était la promesse d'1 million d'emplois. C'est donnez-nous l'oseille, promis, juré, craché, on va faire 1 million d'emplois. Puis après, quand on est rentré dans le vif du sujet, je me dis, bah, ça commence sur les seuils sociaux, c'est vrai qu'il y a des blocages dans certaines. Il y a énormément d'entreprises de 49 salariés. De toute façon, les acquis sociaux du point de vue du capital sont un blocage, objectivement. C'est-à-dire, là, je ne parle pas de mon point de vue. C'est-à-dire que ce que concède le capital pour les travailleurs, c'est forcément un point de... Donc on peut aller très loin. Un jour, on va dire que les congés payés, de toute façon, rendez-vous compte. On vit dans le monde. En France, c'est avantages. Donc le problème, c'est parler du concret quand on parle d'emploi, de ce qui marche pas. Faisons le bilan. On parle de précarité, de statut, de marché du travail et de formation, mais pardon de le dire. Le crédit d'impôt compétitivité, je vais prendre un exemple, la Poste. Quasiment 300 millions d'euros. Soi-disant, ça fait de l'emploi. 4 500 suppressions d'emplois. On parle de formation, je vais vous dire ce qui se passe à la Poste. C'est qu'à la Poste, des contrats d'apprentissage, il y en a plein. Et les contrats d'apprentissage, théoriquement, alors ça coûte 300 € à la boîte. Donc c'est facile. Théoriquement, ils n'ont pas le droit de sortir faire le boulot du facteur. Évidemment qu'ils le font, puisqu'il n'y a plus d'emploi. Et ils le font, et ils le refont. Et du coup, il y a des gens qui pètent les plombs. En ce moment, par exemple, 120 jours de grève pour les facteurs d'Aubigny-sur-Mer. Parce que la réalité du sous-effectif, c'est aussi ça. C'est la précarité au quotidien. Donc la question qui se pose, c'est en effet des choix de société. Donc moi, c'est pas compliqué. Je suis le reflet exact, dans l'opposé, de la proposition de M. Woerth. C'est-à-dire, je trouve absolument aberrant qu'on impose, et c'était le sens de l'accord compétitivité de l'année dernière, c'est de dire à ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot dans le public ou dans le privé, vous allez travailler plus longtemps en étant moins bien payé, sinon on ferme la boîte ou l'entreprise, alors qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui sont à l'extérieur et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est trouver un emploi. Je suis pour partager le temps de travail, qu'on travaille moins dans les entreprises pour que tout le monde ait un emploi. Ça, c'est un vrai tabou politique pour la gauche. Thierry Mandon, sur les seuils sociaux, vous croyez qu'ils vont créer, que la réforme des seuils sociaux peut créer tous ces emplois? Non. Ou le MEDEF se moque de vous? Non, moi je crois pas du tout à l'ordonnance du MEDEF qui, en gros, explique que si on fait, on supprime tant de jours fériés, ça crée tant d'emplois. Non, mais là, on parle juste des seuils sociaux parce qu'il y a une négociation en cours. J'y arrive. Si on touche les seuils, ça crée tant d'emplois. Et d'ailleurs, ils sont formidables parce que la seule fois où on leur dit, ah mais puisque c'est comme ça, puisque tout est mathématique, avec le CICE, combien vous créez d'emplois? Ah là, il n'y a pas de réponse. C'est la seule. C'est plus compliqué. On n'a jamais. C'est plus compliqué. Sur les seuils. Je pense que ce dossier a été très mal pris. Il y a plusieurs sujets sur les seuils. Il y a un sujet représentation des salariés. Moi, je ne vois pas pourquoi on toucherait ça. Je pense même que d'une certaine manière, il faudrait aller plus loin. C'est-à-dire que dans les petites entreprises, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas des formes de représentation de salariés. Pas même dans les prud'hommes? Pardon? Pas même dans les prud'hommes, puisqu'il y a une proposition dans la loi Macron. Ça, c'est autre chose. C'est la révision. Je pose la question. Oui, les prud'hommes, vous savez, c'est une juridiction qui doit marcher mieux que ça, parce que quand il faut 27 à 29 mois pour avoir une affaire jugée, et quand on est un petit salarié... J'ai bien compris, je connais tout ça. Donc vous connaissez la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la proposition Macron? Non, mais c'est faculté. C'est une information, on a besoin de le savoir. Il y a une loi Macron qui touche à la professionnalisation des prud'hommes, c'est-à-dire qui est en partie... Non, c'est pas la loi. La loi Macron ne touche pas la projet de loi, pardon. Voilà, d'abord, il n'est pas écrit. Ni vous ni moi ne l'avons vu. C'est pour ça que vous pouvez donner une information qui... Donc, en revanche, que la justice prud'homale marche mieux, c'est indispensable. Mais je reviens au seuil. Donc, il y a la représentation des salariés. Et puis, il y a des obligations administratives en pagaille qui accompagnent les seuils. Et là, ça vaut le coup de regarder de près. Parce que même les partenaires sociaux, les syndicats, je ne parle pas du MEDEF, les syndicats
conviennent que parfois il y a des obligations qui sont peut-être exagérées. Et donc je pense qu'on peut simplifier tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait, pardon, il faudrait, parce que je me suis pas exprimé là-dessus, mais je pense qu'il faut, d'abord, vous êtes en train de créer des seuils sur les allocations familiales en ce moment entre nous. Mais sur les seuils d'entreprise, il faut au contraire essayer d'alléger tout ça et simplifier tout ça. Peut-être d'ailleurs pourrait-on se dire que sur 2 ou 3 ans, une sorte de loi qui permet de sortir de la crise en dérigidifiant complètement la société française. Et les seuils sont des freins à l'embauche. Je sais pas combien ça coûte, personne ne le sait réellement. Moi, je sais que ça coûte des emplois. J'en suis peut-être persuadé du contraire. Moi, je suis persuadé de cela. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui soit changent leur forme d'organisation juridique et donc ça devient absolument très très compliqué. Et c'est pas très bien. Soit au contraire, elles n'embauchent pas le 50e salarié ou le 10e salarié parce qu'elles n'ont pas envie de s'embêter. C'est ça la réalité, avec une complexité administrative et juridique qui va lui peser encore plus. Et ça, il faut faire sauter tout ça. C'est des freins à l'emploi. Je trouve que c'est ni de droite ni de gauche. C'est des freins à l'emploi. On a besoin d'entreprises florissantes. On a besoin d'entreprises qui gagnent de l'argent. Les entreprises qui gagnent de l'argent, c'est les entreprises qui investissent. Les entreprises qui investissent, les entreprises qui emploient. En quelques mots, parce qu'on va passer au travail qu'on de dimanche. lisse les effets de seuil, on peut imaginer que tout se déclenche pas à 50, mais que ça se déclenche entre 45 et 50 pour certains, puis après, je veux dire, tout ça, ça peut se négocier, ça serait certainement utile et efficace. Mais on voit qu'on n'est pas au niveau. On ne peut pas enfermer le débat sur l'emploi dans quelques questionnaires. Mais on peut discuter de certains points, on ne va pas dire que c'est pas l'essentiel. Ça me rappelle les effets de seuil, ça me rappelle M. Macron et ses autocars. Ça me rappelle le débat sur les autocars de M. Macron. On va en parler des autocars, ne vous inquiétez pas. Voilà. Moi, je veux pas qu'on... Ça devient concret. Bah oui, mais vous dites on veut des entreprises florissantes. Je suis d'accord avec vous, on veut des entreprises florissantes. Mais quand on est dans un environnement économique aussi déprimé, même si vous réformez les effets de seuil, même si vous supprimez tout, vous n'aurez pas des entreprises florissantes et vous n'aurez pas d'emploi. On va passer à une autre question. C'est la question macroéconomique qu'on doit poser. C'est le travail le dimanche. Alors au printemps, c'était Laurent Fabius qui avait déterré le dossier, mine de rien. En septembre, Manuel Valls prévenait les Anglais d'un changement à propos des Sundays. Écoutez. La France est toujours la première grande destination touristique. Nous avons beaucoup de Chinois qui viennent à Paris. Mais dès le samedi soir, ils prennent l'Eurostar et ils viennent à Londres. Parce que les magasins sont ouverts. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner ici à Londres. Dans peu de temps, les magasins seront aussi ouverts. À Paris, en tout cas, je le souhaite et je ferai tout pour cela. 29% des salariés travaillent déjà le dimanche, que ce soit occasionnellement ou en permanence. Alors la loi Macron sur l'activité propose de passer de 5 à 12 dimanches. D'abord, Martine Aubry, puisqu'on a parlé d'elle au début de cette émission, disait que ça ne crée pas d'emploi du tout. Est-ce que quelqu'un ici croit que ça crée des emplois de faire travailler les gens plus? Oui, je pense que ça crée. Je pense que le travail crée le travail. Oui. Je pense qu'à un moment donné, notamment, on a 85 millions de touristes étrangers en France. On est la première destination. C'est vrai que ces touristes, ils viennent consommer sur peu de temps, mais les Français aussi. Et puis il y a une organisation de la société qui fait qu'à un moment donné, vous avez envie de consommer ou pas envie de consommer. Vous avez du temps. Vous travaillez le samedi. Vous pouvez consommer le dimanche. Je pense qu'il faut des barrières. Il faut un peu de règles. Il faut évidemment que ce soit volontaire. Il faut que les gens soient mieux payés. Il y a plein de gens qui ont envie d'être mieux payés. Ils n'ont pas envie qu'on leur dicte leur vie tout le temps. Que ce soit l'État qui leur dise là, tu as le droit de travailler, là, tu n'as pas le droit, là, c'est comme ci, là, c'est comme ça. Donnons un peu de liberté à ce pays. Et évidemment, il faut pouvoir travailler à un moment donné le dimanche. C'est très, très important. Que M. Macron ne propose pas ce que propose M. Woerth. Il propose 12 dimanches. Vient de nous faire l'apologie du travail le dimanche. 12 dimanches. C'est-à-dire que là, il est facilité par ce que projette la loi Macron. Mais c'est 5 semaines qui passent à 12. Oui, mais donc, M. Woerth, son argumentaire, lui, il s'enthousiasme et on voit qu'il irait beaucoup plus loin que ça. C'est 5 à 12 et deuxièmement, là, c'est quand même la loi de votre gouvernement. C'est votre gouvernement qui dit qu'il faut travailler le dimanche. Je dis attention, on ne faut pas. Non, vous ne pouvez pas dire non, on n'en veut pas. C'est la loi de M. Montebourg. C'est la loi de M. Montebourg. Qui est devenue celle de M. Macron. M. Montebourg, il dit 6 milliards d'euros. On va y revenir, ça. 5 à 12 dimanches et deuxièmement, préciser les zones touristiques, parce que certaines parties, par exemple de Paris, ne sont pas aujourd'hui en zone touristique et mériteraient de l'être. Il ne s'agit pas de libérer complètement le travail le dimanche. Et troisièmement, il s'agit d'accompagner cette ouverture mesurée par des droits nouveaux pour les salariés.
c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat avec des augmentations de salaire. Voilà, ça me semble cadré, ça peut créer des emplois, je ne sais pas combien, les études sont très divisées là-dessus. Oui. Ce ne sera pas une création massive, mais c'est une création utile. Les magasins de bricolage disent 7000 emplois, les grands magasins Haussmann disent 1000 CDI, le Conseil des commerces de France dit 20 000 plein temps pour 10 à 12 dimanches. Alors, c'est bien. Pourquoi on empêcherait les gens de travailler le dimanche s'ils sont mieux payés et si c'est sur la base du volontariat? Vous pointez du doigt le vrai problème. C'est que, comme vous l'avez dit au début, il y a déjà 6,5 millions de personnes qui travaillent soit de façon régulière, soit de façon occasionnelle le dimanche. Donc là, pour l'instant, on est dans une exception forte, on va dire. Oui. Et ça c'est logique, plus vous généralisez l'exception, plus elle devient règle. Et le jour où ce sera la règle, ce sera quand même pas compliqué de comprendre qu'à ce moment-là, vous aurez plus les avantages financiers à la clé. Ça, c'est pas le cas dans la loi. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Par ailleurs, l'exemple que vous prenez, on croulerait sous un flot de demandes. Je veux consommer le dimanche. Les sociétés Amazon, par exemple, fait 28% les sociétés de bricolage dont on parlait, par exemple, dans le Val d'Oise, elles font quoi? Elles distribuent dans les boîtes aux lettres des bons d'achat pour dire on est ouvert le dimanche, venez, vous aurez une réduction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde. Et la réalité, c'est quoi? Alors, il y a plein de sondages qui sortent. Il y a plein. Alors, non, mais il y a plein. Bah, écoutez, vous verrez. Vous verrez, ça verrez. Dans les magasins chez moi, le dimanche. Je peux vous dire quelque chose. C'est que les gens, des fois, ils se disent ouais, pourquoi pas consommer le dimanche. Par contre, quand il s'agit d'y aller, c'est un peu plus compliqué. Et puis, je vais faire une proposition concrète pour le travail le dimanche. Parce qu'à un moment donné, si tout le monde travaille le dimanche, il y aura qui pour consommer? Je vous pose la question. Alors maintenant, j'ai une proposition à contre-courant. Vous voulez créer de l'emploi le dimanche? Commencez par arrêter de le casser. Il y a des activités où on a besoin, une activité régulière. Je pense au transport public, je pense au service public hospitalier. Le jour où il n'y aura pas 10 000 suppressions d'emplois dans le service public hospitalier, peut-être qu'on va commencer par là, parce que là, on en a vraiment besoin pour le coup. Donc tout ça, une nouvelle fois, c'est un choix idéologique, et je termine là-dessus, ça ne crée pas d'emploi, parce que dans la loi Macron, peut-être qu'on en parlera après, il y a le travail de nuit. Le travail de nuit a explosé, en tous les cas largement augmenté, depuis le début des années 90. Est-ce que pour autant il y a moins de chômeurs? Non, ça serait. Là aussi c'est le volontariat. Là aussi, il y a pas de travail de nuit. Je vous rappelle qu'on est 35 heures et qu'on a 5 semaines de congé payé, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres pays. Pardon? Je crois qu'on avait trouvé un bon équilibre avec ces 5 dimanches. Ah oui, vous étiez satisfait de la loi Maillet, en fait, la loi du gouvernement Sarkozy. On avait trouvé un bon équilibre avec ces 5 dimanches. Et je crois qu'au bout d'un moment, on bute sur une question quand même de société, une question de valeur. Est-ce qu'on est tous les jours de la terre, que Dieu fait, producteur ou consommateur? Non, mais c'est compensé par un autre jour, bien sûr, quand on travaille le dimanche. Non, attends. C'est-à-dire que c'est un jour de repos. Non, ça peut être compensé par des salaires un petit peu supérieurs, etc. Et un jour de repos supplémentaire. À voir. Mais non, mais c'est dans la loi. Bien sûr. Mais je crois que, oui, mais vous désorganisez de toute façon la société. Est-ce que on est obligé de considérer qu'on est chaque jour producteur et consommateur? Est-ce qu'on est obligé d'être dans le modèle américain de la surconsommation? Est-ce qu'on est obligé d'être dans cette société du fric permanent? Non, mais par exemple, les étudiants c'est une vraie question de société et de valeur qui est derrière cette question du dimanche. Pour financer leurs études, ça fait partie des choses. Non, mais vous, c'est est-ce qu'on est obligé de dicter leur vie? Ceci étant, si la gauche avait fait ses promesses sur l'allocation d'études, il y a pas mal d'étudiants qui seraient pas obligés de travailler. Vous savez, quand des règles ont été mises en place, c'était pas par contrainte, c'était aussi pour protéger le plus faible. Considérez pas que la règle soit forcément toujours une contrainte. La règle est aussi là, et depuis des siècles, pour protéger le plus faible. Oui, mais les gens n'ont pas forcément envie, justement, les gens n'ont pas forcément envie d'être des Kleenex qu'on presse. Mais c'est pas des Kleenex qu'on presse. On les force pas. On est aux 35 heures, on a 5 semaines de congés payés, c'est drôle parce que je crois que c'est drôle parce que vous, à la fin, Monsieur Wörth, à la fin du 19e, vous nous auriez expliqué que, mais si les gens veulent travailler 14 heures par jour, ils peuvent bien le faire. C'est exactement les mêmes arguments qui étaient tenus à l'époque. On ne transforme pas la France en supermarché. On passe de 5 à 12, c'est pas un bouleversement. Ça confirme ce que je dis. Vous êtes d'accord avec le Front de gauche systématiquement? FNFG, c'est Front National, Front de gauche. Nous, on fait pas liste commune. On fait pas liste commune aux élections. Non plus. On fait pas vraiment liste. On fait liste commune, c'est nouveau ça. Au second tour, vous faites pas liste commune. Restons sur l'emploi. Restons sur l'emploi. Madame Lafix, je dis juste un mot. Monsieur Wörth, je vous rappelle la cantonale de Brignoles, où vous avez fait liste commune, même avec le Front de gauche, et même avec l'extrême droite, contre notre candidat, mais il a quand même gagné. Mais je vois que vous êtes intéressé de venir à un débat de fond, parce que personne ici. Je vais quand même Monsieur Wörth, Monsieur Mandon, personne ici n'a abordé la question européenne. Vous en avez peur parce que ça vous dérange. Vous avez trahi la parole des Français.
la Mais vous non plus, Madame la sujet. Ministre, vous Mais posez pas pas du de tout. sujet. Voilà. Moi, je vous donne Nous, la on répond réponse. aux questions. Et je vois qu'ils sont gênés quand on va au sujet de fond, au débat de fond, qu'ils veulent rester dans le petit spectacle, le petit spectacle, des mesurettes. Mais la politique ne marche plus aux mesurettes aujourd'hui. Revisiter une loi qui devait restituer des milliards aux Français, aux consommateurs, en s'en prenant aux professions réglementées. Alors on va écouter l'ancien ministre de l'économie. Sur cette loi de remise en mouvement de l'économie, nous espérons restituer l'équivalent de 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français, parmi lesquels les plus modestes. Bon, finalement, ce ne sera pas 6 milliards, a déjà prévenu Emmanuel Macron pour ne pas plumer les notaires, les pharmaciens, les huissiers. Est-ce qu'il a tort? Mais c'est un problème. Qu'est-ce qu'il a c'est un problème. Il était ministre le siècle dernier ou il y a 15 jours. Donc il était ministre il y a un mois. Il y a un mois, il y a un ministre de la République qui redresse la production industrielle française et qui dit ça fera 6 milliards d'économies. Enfin, parfois il y a des annonces et puis on les tempère. C'est pas un économiste, mais c'est pas un économiste, c'est pas quelqu'un de l'opposition, c'est pas quelqu'un du Front National. Voilà, il est censé dire des choses qui vont se passer, qui vont se dérouler. Donc moi je demande où sont les 6 milliards. Et je le demande à monsieur Mandon, qui représente le gouvernement. Où sont les 6 milliards de monsieur Mandon? D'abord, le projet de loi Macron, que je sache, a été présenté. Il n'est pas encore rédigé, donc on verra exactement les transferts. D'abord, voilà, les transferts que ça gagne. Mais Monsieur Weber est extraordinaire parce que si il prenait, s'il défend l'intégralité des intentions de Monsieur Montebourg, il va avoir quelques problèmes avec ses notaires, avec ses huissiers, avec ses pharmaciens. Mais moi, je ne suis pas au gouvernement. Moi, il y a l'annonce d'un ministre, je voudrais savoir où sont les 6 milliards d'euros. D'abord, il y a un problème. Et Arnaud Montebourg, comme Emmanuel Macron, ont raison de dire qu'il y a un problème avec les professions réglementées. Il y a aujourd'hui, si on prend les notaires, moins de notaires aujourd'hui qu'il y en avait en 1981, où il y avait 10 millions d'habitants de moins. Donc, il y a quand même quelque chose qui cloche. Le problème dans l'esprit d'Arnaud Montebourg, c'était plus qu'il vivait d'une rente, en fait. Exactement. Ça veut dire quoi? Et le marché de l'immobilier a énormément évolué et il y a moins de notaires qu'il y a 30 ans. Donc là, il y a quand même, on voit bien, un corset qu'il faut libérer, donc que les jeunes notaires aient le jeunes droit diplômés demain de s'implanter. Même chose pour les pharmaciens. Les règles des pharmaciens aujourd'hui font que l'année dernière, il y a 83 pharmacies qui n'ont pas trouvé de repreneurs. Parce que, même chose, on n'a pas assez de capacité de reprendre, de créer des pharmacies. Donc on ouvre ces professions-là, que ça fasse baisser un peu les prix pour les consommateurs, c'est une très bonne chose. Ensuite, tout ça doit être discuté, travailler sérieusement, parce qu'on ne met pas à feu et à sang des professionnels qui ont une fonction dans la société, mais il faut y aller résolument. Emmanuel Macron a totalement raison de le faire les choses avec sérieux, en discutant et en même temps en tenant bon sur l'ouverture nécessaire de cette... C'est un ministre de la République qui vient annoncer 6 milliards d'euros d'économies. Mais vous parlez du projet de loi qui arrive, ne parlez pas du projet de loi auquel vous teniez tant. Il y a un moment donné, manifestement. j'y tiens pas, je tiens à la parole politique. Donc M. Montebourg dit ça il y a 3 semaines. Vous avez dû être malheureux quelques années. Parfois c'est difficile, parfois c'est difficile. Mais quand on chiffre quelque chose à ce niveau-là, il y a un moment donné, il faut essayer de le prouver. Olivier Besancenot, la fin des professions réglementées, c'est quelque chose qui doit vous plaire, ça, non? J'attendais avec délice la grève des huissiers, je vous avoue. Comme beaucoup, oui, je pense que du point de vue des conflits sociaux, ça nous aurait surpris, d'un certain point de vue. On peut ne pas être partisan du statu quo et savoir s'opposer à l'orientation qui est proposée. Parce qu'on propose de quoi? S'attaquer à des réglementations, mais pour aller vers plus de libéralisation. C'est-à-dire pour offrir à plus les marges, sans garantie d'ailleurs, sur les prix des médicaments. Or, prenons l'exemple du notariat ou de l'industrie pharmaceutique. Là, on touche typiquement à des missions de service public. Donc on pourrait discuter de service public, de réappropriation d'un certain nombre de secteurs en garantissant l'emploi. Mais pardon de le dire, s'il y a un sujet qui permettrait de s'attaquer au prix des médicaments, c'est de s'attaquer aujourd'hui au lobby de l'industrie pharmaceutique. Alors ça, pour le coup, si on parle de tabou, c'est un vrai tabou. Vous avez vu par exemple que dans des maladies comme la dégénérescence musculaire, notamment celle de la rétine, actuellement il y a des traitements, le Lucentis en l'occurrence, qui coûte par injection 800 €, qui coûte excessivement cher à la sécurité sociale. D'ailleurs, il n'y a pas de médecins qui aujourd'hui s'en émeuvent. On a un autre laboratoire qui a un médicament là traite le cancer, mais qui dans d'autres doses peut permettre de traiter même problème 20 fois moins cher. Et puis entre le groupe Roche et Novartis, il y a un accord et l'État est aux abonnés absents. On veut faire des économies,
on veut faire du sanitaire, ça, c'est un dossier qu'on met sur la table. Ça, C'est faire baisser le prix des médicaments. C'est pas la responsabilité des pharmaciens. Les professions réglementées. Non, mais je parle de Ça n'a l'industrie, rien à oui, voir. mais je parle de l'industrie pharmaceutique. Vous savez, ça existe. Ah, ça, oui, Donc, vous voulez des dossiers. Ah, voilà, attaquez-vous. Plus question de permettre la vente de médicaments dans les grandes surfaces. Ça, c'est, pour le coup, ça aurait fait baisser les prix des médicaments. C'était une bonne idée? Non. Je veux dire, cette réforme des professions réglementées, bon, déjà, ne faites pas semblant de l'organiser. Là aussi, on vous a demandé de le faire à Bruxelles depuis des années. Sous la pression. Il y a eu des rapports, il dit la vérité, c'est gênant. Oui, voilà. Le rapport Attali. Le rapport Attali, et puis il suffit de lire les recommandations de mai de la Commission européenne. Tout est écrit. Vous estimez qu'il ne faut pas toucher à ces professions-là? Arrêtez de jouer aux comédiens. La réalité vous rattrapera. Chauffé par Strasbourg. Vous pensez qu'il ne faut pas toucher aux professions réglementées? Non, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de dégager des marchés. Non, mais pas l'objectif, je vous demande si vous pensez. Non, parce que on peut faire des réformes, mais pas le grand Big Bang. Pas ce grand Big Bang-là. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de dégager des marchés pour les notaires, s'agissant des cabinets anglo-saxons, des gros cabinets, pour les pharmacies, pour la grande distribution, c'est-à-dire pour les gros. Il s'agit de tuer les indépendants pour les gros. Et laisser de jeunes notaires s'installer, de jeunes pharmaciens s'installer, vous êtes contre cela? C'est l'objectif. Vous voyez bien que la réforme des pharmacies, c'est de donner plus de capacité à la grande distribution, aux grandes surfaces de vendre. Bien sûr que si. Pour les notaires, c'est donner plus aux gros. Alors, non, mais bon. Non, la partie que vous avez signalée, oui, elle n'est plus dans le projet. Il n'y a pas que ça dans le projet. Et bien évidemment, vous discutez avec eux. Les pharmacies, rendez-vous compte quand même du rôle. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la santé des Français, monsieur Mandon. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'étais assez réservé. La pharmacie, c'est la santé des Français, c'est aussi l'aménagement du territoire. Moi, je ne veux pas qu'on trouve simplement une pharmacie tous les 50 km. On n'a toujours pas compris votre position. Moi, vous voyez, d'abord relancer la croissance pour changer. Et il faut changer donc de modèle économique pour relancer la croissance. Relancer la croissance, vous avez compris, on met les barrières, les frontières, on sort de l'euro. Vous voulez faire des économies toujours sur les mêmes. Les retraités, les petits, les automobilistes, alors eux, on leur tape dessus sans problème. L'armée, on va vendre le Val-de-Grâce. C'est une folie. Là, on sort vraiment des professions réglementées. Non, mais attendez, c'est la problématique des économies. Mais pourquoi vous ne faites pas, on parlait de santé, pourquoi vous ne faites pas d'économie, par exemple, en supprimant l'aide médicale d'État qui est réservée aux clandestins? Ça, c'est 800 millions par an. C'est très facile. Réfléchissez 2 minutes sur la lutte aux risques sanitaires qui existent en ce moment. L'argument bidon. Bidon. Avant 2000, avant l'existence de l'aide médicale d'État. Vous feriez bien de réfléchir. Monsieur, on ne règle pas les problèmes. On règle pas les problèmes des étrangers en refusant de les soigner. L'aide médicale d'État fait venir des clandestins. Fait venir des clandestins. Il faut refuser de soigner des grandes épidémies en France avant l'an 2000 quand elle était créée. Il faut refuser de soigner les étrangers qui sont Faites-le. illégalement sur notre territoire. Est-ce qu'il faut refuser de les soigner? Quand il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, on le soigne toujours, bien évidemment, quel qu'il soit. On se moque qu'il ait des papiers ou pas. Et c'est ce qui existait avant la création de l'aide médicale d'État en l'an 2000 par Lionel Jospin, maintenu, dont le budget a été augmenté par l'UMP, et ça continue avec François Hollande. Ça, c'est une économie. L'économie sur le budget de l'Europe. On verse chaque année 20 milliards à l'Europe, elle nous en rend 13, dont la PAC. Dont les aides agricoles. On perd 7 milliards par an au passage. Ça, ce sont des économies à faire sur la décentralisation, les doublons de l'intercommunalité, sur la fraude sociale, la lutte contre la fraude. Un mot, et il va vouloir réagir. Mais non, ça, ce sont les économies. Si on parle les uns sur les autres, on va y arriver. Parce que depuis le début, on parle aux petits, le début de cette émission, mais on ne parle pas des économies réelles. Voilà, les petits, les notaires. Allez-y. Sur l'aide médicale d'État, il faut la réformer. C'est beaucoup trop cher. 800 000. Vous avez 10 ans pour le faire. Oui, mais c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Ah bon? Ah oui, vous l'avez réformée, elle est passée de 70 à 700 millions, c'est vrai. 800 millions d'euros aujourd'hui l'aide médicale d'été. Elle augmente de plus de 20 ou 25%, donc c'est tout à fait considérable et c'est pas acceptable. Donc pour nos téléspectateurs, c'est l'aide médicale qui est réservée aux personnes qui sont en situation irrégulière. Il faut les soigner, la question ne se pose même pas, tout le monde est d'accord. Évidemment qu'il faut soigner, les gens sont des gens, c'est pas une question de papier. Il faut les soigner et c'est l'honneur de la France que de le faire. Enfin, il y a un moment donné, il faut juste faire un peu attention. Nous avions intégré des franchises, c'est-à-dire le fait de pouvoir payer à un moment donné, parce que c'est totalement gratuit. Les Français payent des franchises hospitalières, ils payent des franchises dans la médecine de ville. Le Parti socialiste, le gouvernement de Monsieur Hollande a supprimé cette franchise quasiment immédiatement. Elle était de 30 euros, c'était pas beaucoup. 30 euros. C'était 30 euros. Oui, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas une raison. C'était pas une raison pour la supprimer. C'était l'idée de mettre une franchise. 30 euros, c'était déjà ça. Et peut-être fallait-il encore l'augmenter, mais en tout cas, l'idée, c'était que quelqu'un qui est en situation irrégulière, il paye au moins autant qu'un Français. Et c'était ça la réalité. Et curieusement, je vois aujourd'hui 800 millions, on nous dit, oh, c'est pas énorme, ça coûte pas si cher. Mais alors à ce moment-là, reprenez les 800 millions que vous allez faire payer aux familles cette année.
800 Enfin, c'est millions pas les mêmes d'aides budgets. d'État, 800 millions faites pour le les même familles. calcul que Non, Florent mais Philippot, il alors. mélange La les carottes et les navets. Non, c'est pas Olivier les carottes et Besançon. des navets, Au marché c'est de 800 millions Compiègne. tous les deux. Un mot d'Olivier Besançon. La différence, c'est que pendant 10 ans, ils ont fait Quand on dit augmenter le supprime budget. 800 millions, ça veut dire qu'on supprime l'aide médicale d'État. C'est ça que ça veut dire parce que c'est le budget. Et même les plus extravagants, les plus chauds bouillants, comme la braise contre les filières d'immigration qui soi-disant profitent, nous parle d'une fraude à 13, 14 milliards. Vous savez que la Cour des comptes, elle a parlé de la fraude. De la fraude. Non, millions, pardon, excusez-moi. Quand on parle de chiffres, je vous fais confiance. 13 millions. En effet, la Cour des comptes nous expliquait, mais c'est pour ça que je pense en milliards, que la fraude aux cotisations de la part des employeurs, plus de 20 milliards. Donc on parle de quoi? D'une goutte d'eau pour faire passer dans la rétine des gens quoi? L'idée que finalement les immigrés seraient responsables. La réalité c'est quoi? C'est que les immigrés, même les sans-papiers, ils apportent plus à la sécurité sociale qu'ils n'en coûtent. D'abord, oui, ce sont des chiffres. Non, Là c'est aussi, affaire de parlons gestion de des dire. sangs aussi. Parlons de dire. On va pas partir sur un débat sur l'AME, alors qu'on Non, mais était écoute, parti on voit votre vrai visage, sur la monsieur Philippot. réforme On voit votre vrai du visage. monde du travail. C'est-à-dire que quand on parle, c'est trop cher. quand on parle, non, c'est un point de vue différent que le vôtre, c'est tout. Mais qu'on voit, comment mais pouvez-vous dire que les clandestins rapportent assumez-le. plus à la sécurité sociale que Vous le savez, Covid? il y a une enquête des universitaires de Lille pour le ministère. C'est toujours la même. Mais pardon, mais vous savez, vous chacun avez vos ses exemples. enquêtes, à la fois, Monsieur hein, Philippot, Elle est citée par vous, Monsieur Philippot, Michael, Monsieur Madame Philippot, Aubry. vous avez vos Elle existe, exemples. elle existe. J'ai les miens. Supportez-le. Moi, j'ai la vie Qui concrète. explique, J'ai par la vie, exemple, la vie que oui, réelle. la vie. Voilà. Et ben le vécu, c'est quoi précisément? vécu, oui. C'est que par exemple pour toute une série de travailleurs sans papier qu'on ferait grève il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'avec des faux papiers, en effet, et c'est connu des employeurs, on travaille. On a une fiche de salaire, on paye ses cotisations sociales. Sauf que par exemple, quand on travaille dans le bâtiment, quand on a accident du bâtiment, on profite même pas des prestations. On ne profite même pas des prestations de la sécurité sociale. La réalité, Monsieur Philippot, c'est que l'immigration, du point de vue de la sécurité sociale, c'est un solde positif. Positif. Donc évidemment, c'est plus facile de s'en prendre aux immigrés que s'en prendre à ceux qui nous exploitent. On s'emporte sur un autre débat. La loi Macron, alors là, évidemment, passer de l'AME aux taxis et aux autocars, ça paraît un petit peu abrupt, mais les autocars, est-ce que c'est une bonne idée, pour le coup, de passer, parce que le trafic interrégional... Du point de vue de l'écologie, c'est une catastrophe. Sauf que Emmanuel Macron dit que les personnes qui ne voyageaient pas dans ces autocars auparavant utilisaient leur voiture. Là, ils sont regroupés, donc il estime que c'est plus écologique. Mais il estime beaucoup de choses, M. Macron. Mais la réalité, c'est par exemple ce c'est qu'on pas a illogique, déjà sa fait démonstration. au nom de la libéralisation, par exemple, déjà dans le domaine des marchandises, c'est-à-dire la libéralisation du service public du fret. Ça a mis 3,5 millions de camions supplémentaires tous les ans sur les routes. Il ne faut pas voir fait l'ENA pour comprendre que ça fait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. On est en train de nous proposer de faire la même chose avec les voyageurs. Mais c'est mieux que les voitures. Bravo la transition énergétique. C'est mieux que les voitures, vous dites. Voilà. Il y a 80 personnes dans un bus. Et les trains. Il y a 80, mais et les trains, monsieur Mondon. Et les trains. En Allemagne, je voudrais simplement... Partons en Allemagne. Mais non, mais c'est parce qu'ils l'ont fait il y a quelques le temps. réel. Et le réel, pourquoi le train, c'est pas le réel? En Allemagne, ils ont fait cette politique-là. Il y avait 3 millions de voyageurs en bus, qui sont passés à 8 millions de voyageurs en bus en quelques années. Et ça a créé bon nombre d'emplois de chauffeurs. Or, aujourd'hui, on a un problème en France, c'est la reconversion d'un certain nombre de branches professionnelles. Je pense par exemple aux transporteurs routiers qui ont des difficultés. Il y a des possibilités de créer et des emplois et d'offrir à des citoyens des modes de transport peu coûteux et moins polluants que la voiture. Je ne vois pas au nom de quoi on le refuse. Il faut des modes de transport collectifs et il faut les adapter à l'économie du transport collectif. Voilà, si c'est des trains, c'est des trains, si c'est des bus, c'est des bus. Je crois qu'il faut, voilà, tout ça c'est du bon sens. C'est tant mieux si on peut de temps en temps renouer avec le bon sens. C'est pas ça qui recréera. 10 000 emplois. C'est pas ça 5 qui millions de passagers, 10 000 emplois. C'est pas ça qui résoudra les problèmes de croissance. C'est pas ça qui résoudra les problèmes de croissance et les problèmes de chômage chronique en France. Ce qui résoudra les problèmes de croissance et de chômage chronique, c'est de relancer la production industrielle au travers de l'innovation. C'est la réforme du marché du travail et c'est la baisse des dépenses publiques. Il n'y a pas d'autre La loi Macron, elle cherche tous les moyens de créer des quelques milliers d'emplois. Il va falloir choisir du côté du gouvernement, pardon de le dire, mais de tous les gouvernements. Moi, j'ai entendu tous les discours nous expliquer, mais c'était convaincant presque. Même Nicolas Hulot qui est venu nous faire des rapports à la pluie pour nous expliquer que les émissions de gaz à effet de serre, c'était dangereux. Qu'il y avait même des scénarios catastrophes. Qu'on nous expliquait, si j'ai bien compris, que les transports, c'était 20%. Et que sur ces transports, c'était la route qui était responsable. Pas le train. Et dans le même temps, quelques semaines après, la loi de transition énergétique. L'idée, c'est de réduire le nombre de voitures pour augmenter le nombre de taxis. Qu'on nous autorise simplement à plus parler d'écologie dans ce gouvernement, au moins. Non, mais il n'y a plus de réforme possible. Vous n'avez pas dit un mot sur les autocars. Pourtant, ça n'a pas l'air de vous intéresser beaucoup. C'est au niveau de conseil général, quoi. Mais on n'est pas au niveau d'un ministre de l'économie de la France qui devrait s'atteler aux vrais problèmes de la France. Voilà. Mais pourquoi pas une politique nationale du pouce-pouce pendant qu'on y est. Ce que ça cache, le développement
développement de l'autocar, ce que ça cache généralement, on le sait bien, c'est la fermeture de nouvelles lignes de train. C'est le seul objectif, je crois, d'ailleurs, derrière tout ça. Donc, l'objectif, ce serait de repartir sur une politique ferroviaire qui, pour le coup, est écolo et par exemple, de faire une vraie réunification, entre ex-RFF et SNCF. Alors qu'aujourd'hui, ils ont créé 3 entités, c'est encore plus compliqué qu'avant, pour préparer la libéralisation et la concurrence totale sur le voyageur. Voilà ce qu'ils font. Alors, il faut bien des pis-aller, donc on développe l'autocar. Bon, très bien, mais tout cela n'est pas du niveau. Que M. Macron nous parle de l'euro, qui nous parle du protectionnisme, qui nous parle du patriotisme économique, qui nous parle de l'IS, progressif pour aider les PME par rapport aux grands groupes. Ça, ce sont des vrais sujets qui laissent ces autocars de côté et qu'ils reviennent au réel et au sérieux. M. Macron et M. Sapin, ils n'ont pas du tout les moyens politiques d'une vraie réforme de la France. Donc il y a des petites réformes ici ou là. Je ne dis pas que ces réformes sont nécessaires. Je ne dis pas que ces réformes ne sont pas nécessaires. On en a fait beaucoup. On a fait des réformes de structure bien plus importantes que les vôtres. On a combattu une crise que vous avez toujours niée. Contre les inégalités. Allons. Ils ont amorcé votre politique. Vous avez commencé à tuer une réforme des retraites qu'on a commencé. Franchement, on ne revient pas à 5 ans en arrière, mais le quinquennat Sarkozy, question réforme de structure, c'est zéro. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait eu une crise? Vous avez remarqué les 3 ans de crise, vous l'avez remarqué, vous ne l'avez même pas remarqué. Zéro. Et vous parlez de 35 Vous deviez jouer la marmotte à ce moment-là. L'ensemble du gouvernement aujourd'hui était dans son trou, il attendait que l'hiver passe. Alors, il y a une réforme des universités, une réforme des retraites, etc. Bien sûr, beaucoup de réformes. Alors il y a une réforme évoquée par Emmanuel Macron, pas tout à fait assumée par l'ensemble du gouvernement, c'est la réforme de l'assurance chômage. Évidemment, elle suscite un tollé dans son camp socialiste, même chez vous d'ailleurs, pour le coup. Oui, il y a eu quelques débats. Oui, alors ça veut dire que ce ne sera pas pour cette année, mais pour 2016 en fait, c'est ça? De toute façon, le rendez-vous est prévu entre partenaires sociaux, donc il aura lieu en 2015 pour l'année 2016. C'est courant 2015 pour l'année 2016. Et donc les partenaires sociaux, puisque c'est leur compétence, vont commencer à discuter de la façon de, là aussi, de boucher un trou. Mais alors pourquoi il en a parlé maintenant, Emmanuel Macron? Parce qu'il a fait la carte du tendre, si j'ose dire. La carte du tendre? Oui, c'est-à-dire la liste de tous les sujets qui étaient sur la table et qu'il fallait mettre sur la table. Et il a bien fait? Celui-là, écoutez, moi je pense qu'il y a un sujet sur le chômage, mais c'est il y a un déficit surtout. Il y a un déficit et il y a une inefficacité de l'organisation aujourd'hui de la politique de lutte contre le chômage, parce que de mon point de vue, elle n'est pas suffisamment coordonnée au niveau régional. Vous avez d'un côté une politique de l'emploi qui reste nationale, des régions qui sont compétentes en matière de formation professionnelle, les bassins d'emploi qui sont organisés en petites régions. Et il faudrait renforcer, c'est ça le vrai sujet, c'était ça, la coordination. Que c'était la coordination. L'indemnisation qui posait problème, ou le temps d'indemnisation, le montant. C'est pas ça? C'était ce qu'il a laisser sous-entendre. Je ne sais pas si c'est ce dont parleront les partenaires. On peut tourner autour du pot, mais au bout d'un moment, quand l'objectif, de toute façon, c'est de faire des économies supplémentaires sur le dos des chômeurs, parce que moi je le dis comme ça, on s'attaque aux indemnités, à leur durée, d'une manière ou d'une autre. Mais ça a déjà été fait en partie avec la convention UNEDIC. On a déjà fait des économies sur le dos des chômeurs, avec un discours politique qui, moi, va au-delà de ça, qui consiste pour certains d'entre eux, en tous les cas, je pense à M. Rebsamen, à faire croire que finalement, une bonne partie de chômeurs sont responsables de leur situation, parce qu'en réalité, il y a toute une série d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. En dénaturant les chiffres, je rappelle que dans ce pays, il y a 4% des offres d'emploi seulement qui ne sont pas pourvues. Simplement 4%. Et il y a toute une série de chômeurs, ça on parle rarement, qui soit culpabilisés, soit mal informés, renoncent à leurs indemnités d'ores et déjà. On les estime à 12%. Et ça, on en parle beaucoup moins parce que c'est moins en vogue. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est évidemment d'opposer les uns aux autres ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot à ceux qui n'en ont plus. Je pense que c'est ça qu'il faut revoir. En 2 mots, sur un chômage, on réforme. Non, mais c'est un sujet extrêmement difficile. Et moi, je pense qu'il ne faut pas du tout le voir de cette manière-là. C'est un sujet profondément humain, mais si on s'arrête à ça, à ce moment-là, ça ne protège plus personne. Et c'est au contraire, ça met en danger les plus faibles. Il faut à un moment donné revenir sur le marché du travail. Et il faut donc que l'indemnisation du chômage soit à la fois moins longue, probablement moins importante à un certain nombre de niveaux. C'est vrai dans tous les pays du
du monde. On voit Non, c'est d'ailleurs pas chez vrai. Pôle emploi, C'est pas vrai. c'est presque vrai. Non, dans c'est tous pas les vrai. pays. On a un système qui est comparable aux pays européens. Mais non. Mais dire que si, si, c'est Mais non, beaucoup pas plus en liquide. temps, pas en Là encore, durée. le monde. C'est souvent plafonné. Il est- C'est souvent plafonné. Et Parce il y a qu'on n'a une- pas les et- mêmes et- et- et il y a une contributions, durée. on paye Donc, plus c'est pas cher. tout à fait, Non, c'est non. quand même pas la même chose. Et on voit bien c'est pas- d'ailleurs, c'est faux. souvent malheureusement, ceux qui arrivent en fin de droit retrouvent plus vite. Demandez à Pôle emploi, regardez toutes leurs statistiques. Donc il faut, à côté du système d'indemnisation du chômage, qu'il faut revoir, il faut évidemment qu'il y ait un système de formation professionnelle. Il faut qu'il y ait un système de flexi-sécurité. Il faut éviter la judiciarisation de l'économie qui l'embolise. Mais ne dites pas que vous ne connaissez pas un peu partout, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'artisanat, dans le commerce, des patrons, des petits patrons qui se plaignent de voir des gens passer, venir pointer, uniquement pointer et repartir au bout de 2 jours, 3 jours, simplement Non, c'est parce pas qu'ils vrai. rentrent dans un système d'indemnisation. C'est un mythe. Il faut absolument Le chômeur qui remettre profite ça du au système, c'est clair. un mythe. Il faut remettre ça au clair. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Rebsamen qui le dit. Donc il faut bah, absolument désolé. remettre cela au Quelqu'un qui clair. a le chômage, il C'est en pas a trouvé possible. un Mais travail. vivez dans la Le problème, vraie c'est qu'il y a vie. pas de Dans la travail. vraie vie, ça se passe comme Il ça. en manque. Dans la vraie vie, ça se oui. passe comme Non, ça. la vraie vie, on y est. Comme on renonce à créer l'emploi, on va essayer de baisser le chômage statistiquement. Donc on va essayer de faire croire qu'effectivement les chômeurs ne cherchent pas de travail. Mais si on veut s'attaquer vraiment à la fraude et aux profiteurs, et qu'on aille contrôler les trains de vie suspects dans certains quartiers, ça c'est pas fait. Voilà. Ah, et c'est ça dans les les Français, quartiers, le problème du et ça chômage, les Français c'est la fraude des aimeraient qu'on quartiers. le Mais fasse. parfois, je La pense fraude que sociale, les beaux les quartiers fraudeurs, les Oui, vous profiteurs parliez de beaux quartiers devraient être contrôlés. Oh, ça peut être les deux, bien sûr, ça peut être les deux. Ah, vous Devraient pensez être pas aux contrôlés. vôtres, vous pensez aux autres. Vous. Je pense à ceux qui ont Bah, des trains bravo, de vie j'apprécie suspects ceux qui habitent dans et les qui autres quartiers, aujourd'hui comme vous dégoûtent dites. ceux qui travaillent, ceux qui J'apprécie, travaillent dur et qui voient que eux ils travaillent dur, pour pas grand chose souvent, Ils apprécient, et que des gens vivent bizarrement dans des conditions exceptionnelles sans rien faire. Ça mérite d'être contrôlé. En revanche, votre petite politique contre les chômeurs, parce que vous avez renoncé à créer l'emploi, c'est minable, c'est lamentable. On n'a pas le temps de parler de la réforme territoriale, la suppression ou pas des départements, c'est bien dommage. On va accueillir Erwan Gaucher. Il va faire un point sur les réactions à ce débat, sur les réformes à mener ou pas sur les réseaux sociaux. Bonsoir Erwan. Bonsoir, Alors, est-ce Sophie. que les internautes croient au bienfait des réformes et surtout qu'on est capable de les faire? Globalement, ça a beaucoup divisé les différents sujets abordés ce soir. Et il y a un certain pessimisme global quand même. Et entre ceux qui croient qu'on ne va pas y arriver, ceux qui pensent que derrière chaque mesure proposée se cache juste une manœuvre politicienne, on se demande, en effet, les internautes se demandent si la réforme est possible. On a quelques optimistes qui pensent que la France est encore prête à être réformée, mais se demandent tout simplement si les réformes proposées ce soir sont les bonnes. Pour d'autres, le problème, c'est plutôt qu'on a proposé trop de réformes, qu'on en propose tout le temps et qu'on ne laisse pas le temps à la France et aux Français de digérer les différentes réformes qui sont ainsi alignées au fil des mois. Alors il y en a un qui y croit à ces réformes, évidemment, c'est Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui l'a lui aussi dit sur Twitter il y a quelques jours, en ajoutant que ce n'est pas à Bruxelles qu'il pense quand il se rase au moment de préparer ces réformes. Un autre sujet qui a beaucoup fait réagir, c'est celui de la politique familiale, plus précisément. On a eu beaucoup de réactions d'internautes qui étaient plutôt dans le sens de prime abord d'Éric Woerth, qui se demandait si c'était vraiment si urgent que ça de réformer quelque chose qui avait l'air de plutôt bien fonctionner. Et le principe de ne plus offrir les mêmes allocations à tout le monde a fait beaucoup grincer dedans. Malgré tout, de l'autre côté, on a eu énormément de réactions où les internautes comprennent assez mal que les personnes qui sont touchées par le seuil de 6 000 € par mois puissent se plaindre. On a beaucoup de tweets comme ça qui ont mis en avant ce fameux seuil de 6 000 € et on se demande si vraiment à 6 000 € on est touché par les quelques centaines ou milliers d'euros qu'on peut perdre dans l'année. Ça a vraiment provoqué un débat très fort tout au long de la soirée sur les réseaux, ce seuil de 6 000 €. Ça divise les Français alors, cette réforme? Oui, forcément. Enfin, Bah oui. Je crois qu'une nette majorité de Français, je ne sais pas sur Internet, mais sont favorables à cette réforme. C'est les 4 000 € de M. Hollande réactualisés. Nette majorité. Pour certains, ils le réaffirment, pour 6 000 €, on n'est pas encore vraiment dans les personnes les plus riches. On est, c'est ce que met Fleur Angers, c'est ce qu'il faut pour un Parisien pour boucler ses fins de mois. Et c'est le genre de réaction qui fait immédiatement s'enflammer le débat, notamment sur Twitter. On a aussi eu dans le camp de Thierry Mandon des réactions et des oppositions. Le député socialiste frondeur Proya Amir Chahi est intervenu dans le courant de l'émission qu'il était en train de regarder, se demandant pourquoi on fait 2 poids 2 mesures, pourquoi on demande des contreparties aux familles à qui on enlève éventuellement des allocations familiales alors qu'on n'en demande pas aux entreprises lorsqu'on leur donne des nouvelles aides publiques. Voilà, c'était exactement ce qu'avait dit Martine Aubry, la frondeuse. Pourquoi des compensations? Pourquoi pas de compensation aux entreprises? On demande des contreparties aux entreprises. Il y a même des dispositifs qui sont mis en place pour suivre les contreparties. Mais c'est vrai que parfois le MEDEF est très fort pour nous dire faites ces réformes, on créera tant d'emplois, mais quand on donne des aides,
Là, on ne Mais sait c'est pas trop des ce qui est aides. créé. Arrêtez de considérer Ah, que si, les c'est des entreprises aides. reçoivent des cadeaux. En Je l'occurrence, crois pas qu'elles reçoivent des c'est la cadeaux. nation, C'est c'est pas la des nation cadeaux. qui Elles fait un effort supportent pour des elle. charges qui n'ont. Écoutez, je vous en prie. Ah, c'est la réalité. Le poids des charges sociales qui pèsent sur le travail, c'est pas un C'est cadeau pas de les la charges, nation c'est les aux cotisations entreprises. sociales Oui, je sais, qui permettent de c'est souvent dit, financer oui, d'accord. tout ce dont on Mais a ça parlé reste ce soir, que par ailleurs, économiquement, vous c'est des comptez charges. Économiquement, ce sont des mettre charges. à part. Et franchement, je ne crois pas qu'on puisse discuter avec l'idée que les entreprises subissent. Enfin, c'est pas des cadeaux qu'on fait aux entreprises. On essaie de leur rendre, au contraire, un peu de légèreté pour être un peu plus compétitive. Non, mais pour vous vendre. qu'il y ait des contreparties. On a Vous des dites marges. que c'est difficile Nos d'obtenir les entreprises sont contreparties. des Peut-être qu'il aurait entreprises fallu qui les font très peu de négocier marge. avant, dans ce cas-là. Les marges des entreprises s'effondrent. Comment voulez-vous qu'elles Pourquoi recrutent? Il y a des discussions, il y a des négociations, il y a des engagements qui ont été pris. Et ce qui est vrai, c'est que l'effort de la nation, qui est puissant comme jamais en direction des entreprises, doit faire l'objet de contreparties en matière d'investissement et d'emploi des Vu la manière dont le entreprises. MEDEF a acclamé M. Valls, ils n'ont pas l'air si mécontents que ça au MEDEF, je vous rassure tout de suite. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement parler d'un côté ce qu'on donne. Et en effet, qu'on l'appelle cadeau ou pas, la suite, on s'en fout. Mais quand on additionne d'une manière ou d'une autre tout ce qui aide, soi-disant, les entreprises à mieux se porter, exonération de cotisations, aide en tout genre, on arrive à 220 milliards. Mais ces 220 milliards ne tombent pas du ciel. Dans le même temps, on les prend dans la poche d'autres. Et il est là le problème politique. Parce que non seulement c'est injuste, vous imaginez ce que j'en pense, mais c'est que vous le faites au nom d'une politique d'austérité, et une politique d'austérité qui prive la population des moyens de consommer. Donc ce qui fait que la récession économique est toujours là et que c'est sans fin. Donc c'est pour ça qu'en plus, quand il n'y aura plus d'entreprises, on sera certain qu'il n'y aura plus d'emplois non plus. Ça au moins, c'est une certitude. Pour l'instant, les entreprises, elles ferment, c'est pas de notre faute. Une autre réaction des réseaux on a sociaux une autre réaction sur le travail du dimanche, qui a évidemment fait là aussi beaucoup réagir. Pour certains, c'est un grand oui, il faut le noter. On a eu beaucoup de réactions disant qu'ils étaient prêts, que les gens étaient prêts à aller travailler le dimanche, mais dans tous les cas, à condition au moins que ce soit mieux payé. Et on est encore très loin de l'unanimité. Les salariés qui pourraient travailler le dimanche auront-ils vraiment le choix, se demandent plusieurs internautes, en se disant que justement ce serait souvent ceux qui étaient le moins payés et qui donc n'auraient pas vraiment le choix, même si on leur pose la question. D'autres estiment qu'on se leurre en pensant que le travail du dimanche va résoudre le chômage du reste de la semaine. Et la formule a bien fonctionné aussi. Et puis quelques internautes se posent la vraie question. Si je travaille la semaine, si je fais mes courses le dimanche, quand est-ce que je bricole moi ? Il va y avoir des magasins de bricolage qui pourront lui répondre, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Erwan. Merci à tous d'être venus débattre sur notre plateau. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau débat. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Léaud et Philippe Léotard à l'affiche du film de François Truffaut, Les 2 Anglaises et le continent. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouveau débat. Bonne soirée cinéma sur France 2.